Alors, bienvenue à ce 20e épisode de ma balado éponyme, balado Traite Savard. Je vous le dis tout de suite, là, on va régler ça. On ne parlera pas beaucoup de cette proposition. Vous avez su passer ça cette semaine, cette proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon de créer un éducalcool de la porno. C'est évidemment une idée lancée dans la course à la chefferie du Parti québécois. J'en ai parlé jeudi matin à l'émission Tout un matin. Alors, pas nécessaire d'y revenir dans cette balado. Cela dit, il faut quand même donner ça à Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est vrai que la pornographie est partout, dans toutes les sphères de la société. Un bon exemple, c'est cette nomination de Denis Bergeron comme président de la commission du BAP qui évaluera le projet Énergie Saguenay, le GNL Québec. Bon, là, dit comme ça, c'est un peu... là, je suis en train, en fait, de lire un extrait d'un article d'Alexandre Shield dans Le Devoir. Dit comme ça, c'est un peu flat. Mais là, si on rajoute ça... Ah ben voilà. Alors, c'est la nomination de Denis Bergeron comme président de la commission du BAP qui évaluera le projet Énergie Saguenay de GNL Québec et qui a travaillé pendant 16 ans comme consultant pour la principale association de promotion des intérêts d'entreprises pétrochimiques impliquées dans le développement de projets d'exploitation et de commercialisation du gaz naturel au Canada. Le BAP affirme toutefois qu'il a pleinement confiance dans l'impartialité et l'impartialité est mise en guillemets dans le texte d'Alexandre Shields de la commission et qui commence ses travaux cette semaine. Alors, voyez, c'est obscène, c'est vulgaire, c'est bas de gamme. Oui, la pornographie est vraiment partout. Cela dit, paraît que le projet de GNL Québec aurait de l'eau dans le gaz, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Puisque le fonds Berkshire Hathaway, dirigé par Warren Buffett, se retire de l'aventure. Il prévoyait investir 4 milliards de dollars, mais finalement, la rentabilité ne serait pas au rendez-vous. C'est triste parce que paraît que notre Warren Buffett est tout un monsieur, selon Michel Potvin, qui est le maire adjoint de Saguenay et qui est également président de la promotion Saguenay. On l'écoute alors qu'il donnait une entrevue à Maxime Coutier à Tout un matin. Je pense qu'il y en a... Puis en plus, c'est quand même, M. Buffett, c'est un personnage qui a beaucoup de crédibilité dans le monde. Là. On s'entend là-dessus. Là. Ouais. Je veux dire, il n'embarque pas dans n'importe quoi, puis c'est un gars qui est très respectueux de tout ce qui se passe au niveau environnemental, puis au niveau des intérêts des gens, là, puis du respect des gens. Bon, alors, un homme qui a accumulé une fortune de 81 milliards a sûrement toujours montré beaucoup de respect pour les gens et l'environnement. Je pense qu'on peut s'en douter. Cela dit, on ne restera pas dans le respect en ce qui a trait à ce projet de l'entreprise Corporation Lithium Éléments Critiques qui développe le projet Rose Lithium Tantale dans le nord du Québec, sur le territoire CRI notamment. Et là, je vais encore une fois y aller de quelques extraits d'un article que j'ai vu passer dans la presse, mais là, je pense que ça va prendre la musique appropriée. Alors, pour faire accepter ce projet de mine à ciel ouvert, l'entreprise propose d'offrir aux Autochtones le poisson de 2 lacs qu'elle compte assécher. La compagnie pense pouvoir pêcher tout le poisson des 2 lacs en 10 jours grâce à une technique de pêche électrique qui les immobilise un instant et les fait flotter à la surface. Alors voyez, encore une fois, c'est obscène, c'est vulgaire, c'est bas de gamme. Oui, la pornographie est partout. Paul Saint-Pierre Plamondon, tu as raison. Cela dit, on aura aujourd'hui un épisode très chargé. Bien sûr, c'était le super mardi dans l'investiture à la chefferie du Parti démocrate. On aura Andréane Bissonnette, chercheur à la chaire Raoul Dandurand, qui va venir nous résumer ce qui s'est passé. Vous allez voir à la fin du segment, on suppute en fait sur à savoir si Elizabeth Warren va poursuivre dans la course à l'investiture et elle a annoncé aujourd'hui même, ça vient de tomber, là, qu'elle ne sera pas du reste de la course, donc n'en tenez pas compte quand on en parle dans la balado. Et on sait déjà que Bernie Sanders est en mauvaise posture, qu'il fait peur à beaucoup de monde aux États-Unis, mais pas juste là-bas. Ici aussi, il y a Mario Dumont de TVA qui a très très peur, mais il fait semblant d'avoir pas si peur. C'est étonnant parce que c'est un vieux vraiment avec des vieilles idées, là, les vieilles idées socialistes de l'ancien temps, mais qui va chercher l'appui des jeunes. C'est comme un retour de la mode, là, le retour du pantalon éléphant. Les jeunes le trouvent très populaire parce que... Parce que Mario n'a pas l'air de comprendre, mais c'est drôle de l'entendre parler des vieilles idées comme redistribuer la richesse, harnacher le capitalisme sauvage, des choses que Bernie Sanders propose. C'est drôle parce que sur le plan historique, le capitalisme est peut-être une plus vieille idée
idées que le socialisme. Alors ça, Mario ne semble pas en parler, mais bon, je ne vais pas trop contredire Mario Dumont, puisque dans le domaine des vieilles idées, il s'y connaît. C'est pas mal tout ce qu'il a proposé dans sa carrière politique. Plus tard dans cet épisode, on aura également le chroniqueur Mathieu Bellil de la revue L'Inconvénient qui viendra nous donner des nouvelles de nous. Hein, c'est le titre de sa chronique. On va parler de la façon dont on se nomme nous-mêmes au Québec dans notre histoire. Réflexion intéressante. Je l'ai invité parce qu'en même temps, et c'est un peu dans le même ordre d'idées, on accueille cette semaine le sociologue et professeur à l'UQAM, Jacques Beauchemin, pour nous parler de son livre « Une démission tranquille, la dépolitisation de l'identité québécoise ». Réflexion hyper intéressante sur le projet souverainiste et sur le flottement identitaire actuel. Je vous le dis tout, je vous l'avoue, là, je suis fier de cette entrevue. C'est une longue entrevue là, de plus de 30 minutes. J'espère que vous allez aimer ça. On va dans des zones où on n'est pas souvent peut-être allé dans cette balado là, dans l'analyse politique. Ça a l'air ardu, peut-être ça a l'air rébarbatif, mais vous allez voir, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose qui va pouvoir intéresser les gens qui ne sont pas nécessairement des lecteurs de ce type d'essai. Et on accueille également ce bon vieux Paul Journet en fin d'épisode qui revient nous parler de musique. Il vient nous faire un panorama de l'étiquette de disque American Sub Pop qui accueille depuis cet automne le groupe québécois Corridor. Sub Pop, évidemment, moi, ça a bercé mon cégep. C'est l'étiquette qui a publié les premiers disques de Nirvana, un joueur majeur de l'émergence du rock indépendant américain dans les années 80. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'offre l'étiquette Sub Pop aujourd'hui en diversité musicale. Alors voilà, on est prêt pour ce 20e épisode de la balado de Fred Savard, saison 2. Alors, l'invité de la semaine est avec nous, monsieur, on peut le dire, monsieur Jacques Beauchemin. Bonjour. Bonjour. Je pense que les gens, le grand public, certainement ne vous connaissent pas. Professeur titulaire au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Vous avez été sous-ministre, j'ai lu ça, oui. Sous Pauline Marois. Oui, exactement. À quelle année? Entre 2012 et 2014, autrement dit, durant l'éphémère gouvernement Marois. Oui, et pendant la charte? Oui, absolument. C'était pas mon affaire. Moi, j'étais sous-ministre associé à la langue française. OK. T'es sûr que c'est pas votre affaire? J'en ai quand même jasé un peu bon. Avec les personnes concernées. Et vous avez publié, il n'y a pas très longtemps, un livre qui s'appelle « Une démission tranquille, la dépolitisation de l'identité québécoise ». Et ça me tentait de vous inviter pour qu'on en discute. J'ai lu le livre, évidemment. Et là, il y a Mathieu Bellil qui est là. Ben oui, je suis là. Chroniqueur à la balado. Ben oui. Vous étiez prévu avant que j'invite M. Beauchemin, mais là, c'était comme un naturel de vous avoir en même temps. Oui, j'ai un grand respect pour M. Beauchemin et tout ce qu'il dit dans son livre, là, j'ai pas terminé, mais c'est remarquable. Ah oui? Il parle de votre livre, oui. Oui. En page 71, attendez un peu. Bon, ça va vous intéresser. Ben là, c'est sûr. On va régler ça. Bellil se refuse à juger trop sévèrement ceux qui s'y laissent couler dans le Québec ordinaire. Il semble attendre lui aussi que la conscience historique se mette à marcher d'elle-même. N'y trouve pas-t-on une autre version de la permanence tranquille? Bon, là, je vais trop vite parce que la permanence tranquille est un concept que je ne connaissais pas. En fait, je l'avais... il est dans l'air un peu quand on s'intéresse à la chose politique au Québec, mais je ne savais pas que c'était à ce point circonscrit et c'est Pierre Adboncoeur, en fait, le premier. Absolument. Bon. On peut dire que je ne sais pas, j'ai bien compris, j'espère que oui, le déclencheur de votre livre, c'est une espèce de rapport à l'histoire que vous sentez qui est en train de se remodeler dans les peut-être 50 dernières années. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, mais encore plus manifestement, plus récemment. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est dans l'air. Hein? J'ai senti la chose avant de pouvoir la penser puis l'écrire. Là. Ce qu'on sent, c'est une espèce de volonté de renouer avec la grande famille canadienne-française. Oui. Alors là-dedans, il n'y a rien a priori de mauvais. Non. Mais c'est l'épisode Doug Ford a été révélateur. Hein? Doug Ford qui coupe les fonds aux francophones, aux franco-ontariens, tout ça. Et là, soudainement... En fait, il coupe les fonds pour la création d'une université francophone. Exactement. Et il a coupé le poste de commissaire aussi. Oui. Bon. Oui. Et là, les Québécois se sont soudainement retrouvés comme une espèce de solidarité avec les franco-ontariens. Oui. On s'est porté à leur défense, puis c'était épouvantable et tout ça. Et là, soudainement, le thème qui refaisait curieusement surface, c'était le Canada français. Oui. Et les Québécois se redécouvraient, c'est une façon de parler, comme Canadiens français. Oui. Alors que ça fait 50 ans qu'on a rompu avec le Canada français. Oui. Et il faut le dire aussi, l'élection d'un gouvernement caquiste majoritaire qui a un petit peu, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui a assis cette idée-là que dans le fond, on est redevenu, les Québécois francophones
redevienne une province, accepte cette idée-là d'avoir un gouvernement nationaliste, mais qui n'a pas la souveraineté comme projet et qui se contente, peut-être que c'est pas le bon mot, mais qui se contente d'administrer cette province du mieux que... Mais c'est exactement ça. Et ça, je pense que ce sont les conséquences de l'échec référendaire de 1995 qui court jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de démission tranquille qui s'est installée après 1995 et qui fait en sorte que les Québécois continuent de se représenter comme nation. C'est certain, on ne tourne pas le dos à ça. Oui. Mais on tourne le dos au projet politique parce qu'on a l'impression qu'il ne se réalisera pas. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, mais non. On redevient un petit peu, on se redécouvre dans nos racines profondes, qui sont des racines canadiennes-françaises. Oui. Et là, évidemment, il y a quelque chose de sympathique, de chaleureux, de charnel là-dedans. Mais il y a quelque chose aussi qui est démissionnaire, au sens où on a rêvé plus fort que ça depuis 50 ans. Oui. Bon, et ça, c'est un peu une conséquence. En fait, Pierre Vadeboncoeur nous met en garde, et c'est ce que vous relatez dans votre livre, sur cette permanence tranquille, cette espèce de sentiment collectif que nous ne disparaîtrons jamais, et que nous sommes un peu à l'extérieur de l'histoire. Oui. Ça, c'est Pierre Vadeboncoeur, c'est dans son livre de 70, La dernière heure et la première, qui est un livre merveilleux, où Vadeboncoeur a cette idée, c'est une espèce de flash vraiment d'une lucidité très grande. Vadeboncoeur qui est très engagé politiquement pour la souveraineté du Québec. Oui. Mais lui, ce qu'il dit, c'est au fond, on a des freins. Il y a quelque chose qui nous inhibe, qui nous empêche d'atteindre notre objectif politique véritable. Et ce frein-là, il est en nous-mêmes. Oui. Il est dans le sentiment étrange et très paradoxal de notre éternité dans l'histoire. Oui. Oui. Et là, évidemment, il refait l'histoire de ce sentiment-là. Oui. Et c'est passionnant. Oui. Qui vient d'où? Alors, on recule même à F.X. Garneau, en fait. Oui, et même avant, parce que... F.X. Garneau, qui est le premier historien, on peut dire. Notre historien national, voilà. Comme on l'a consacré. Oui. Vadeboncoeur dit « La conquête anglaise a eu un effet paradoxal parce que, évidemment, c'est une conquête, c'est un changement d'empire, et puis bon, c'est la fin de l'aventure française en Amérique. Mais la conquête a eu pour effet aussi de confiner les conquis de l'époque dans leur petit monde, évidemment, qu'on connaît, là, qui a été tellement critiqué puis tellement déploré. La vocation paysanne, la religion, puis nos valeurs, puis le catholicisme, et tout ça. Mais un des effets de cette espèce de réclusion en nous-mêmes, c'était de nous mettre à l'abri des tourments de l'histoire. Oui. Nous autres, le développement du capitalisme, puis de l'industrie, puis de la manufacture, puis des idées modernes qui venaient d'Europe, là, on ne connaissait pas ça. Oui. Alors, bien sûr, on a pu dire par la suite, c'était retardataire, ça nous a complètement sortis de l'histoire, mais en même temps, ça nous a abrités. Oui. C'est-à-dire que ça nous a permis de développer le sentiment d'une plénitude. On est plein de nous-mêmes. Et là, est-ce qu'on peut durer 1000 ans comme ça? Oui. Alors, ça s'est installé profondément dans la conscience historique, cette idée qu'on était là pour rester en dépit de tout ce qui s'abattait sur nous. Oui. Oui, parce qu'il y a une espèce de tension, puis c'est ce que vous soulignez dans votre livre, il y a une tension avec cette permanence tranquille et cycliquement une peur de disparaître avec certains événements, et ça revient tout le temps. Et c'est drôle parce qu'en lisant ça, je pensais à cette idée de cégep bilingue dans la région de Montréal, où là, on sent un peu, et Mathieu Bellil, vous avez signé une lettre, entre autres, qui est parue dans Le Devoir ce matin. Tout à fait, une lettre qui, au fond... je pense qu'il est plus... C'est pas juste sur la question d'un projet en particulier. Non. C'est une réflexion, un appel à considérer les conséquences à long terme, les conséquences générales de la bilinguisation des cégeps. Puis on le voit de plus en plus. La tentation, moi, je le connais parce que je connais très, très bien le réseau, j'ai des amis partout. Et dans toutes les directions d'établissement, on entend un peu les mêmes discours. Écoutez, actuellement, à Montréal, le pré-universitaire cégep à Montréal, 53% seulement se fait en français, 47% en anglais. Et on dit que d'ici 1 an ou 2, la majorité des études préuniversitaires collégiales à Montréal vont se faire en anglais. C'est quand même... il faut quand même que quelqu'un le dise, puis qu'on arrête de penser que c'est un débat de droite ou de nationalisme. Pas, on est en train de scier la branche sur laquelle on s'est assis. Mais avez-vous l'impression que ce fait-là va réveiller les gens? Parce que dans votre livre, Jacques Beauchemin, vous êtes une des preuves de cette permanence tranquille, de ce concept-là, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un... Là, je vais dire ça parce que
lève le flag sur la disparition de la langue française. Les chiens dans la cour. Bon, vous donnez l'exemple de Lise Payette avec son documentaire Disparaître en 89, mais il y a une espèce de... les gens, on prend pas au sérieux ces menaces-là. On a l'impression que ces gens-là font bouger les épouvantails, en fait. Ce sont des oiseaux de malheur. Voilà. Au Québec, on n'aime pas les oiseaux de malheur. Hein. Ouais. Alors, vous citez l'exemple de Lise Payette, mais rappelez-vous l'entrevue de Jacques Godbout à l'actualité. Oui, tout à fait. Il y a quelques années. Godbout disait, il prévoyait que le Québec, tel qu'on le connaît, ce serait fini en 2076. Bon, évidemment, c'est une image. Hein, je pense pas que Godbout pense sérieusement que, bon. Ouais. Sauf que on s'est abattu sur lui. Là. Tais-toi, Godbout, va te coucher, arrête de nous achaler avec des histoires de disparition puis de pessimisme. Voyons donc. Ouais. Quand, dans la dernière campagne électorale, François Legault a dit à un moment donné « Je crains que mes petits-enfants ne parlent plus français. » Évidemment, c'est exagéré. Il n'y a pas à avoir peur de ça. Mais on l'a fait taire. Ouais. Voyons donc. Alors, au Québec, on ne veut pas entendre ça. Pourquoi? C'est assez intéressant. Ouais. On ne veut pas entendre ça parce que, au fond de nous-mêmes, on a l'impression que c'est pas vrai, tout ça. On va encore parler français dans 150 ans. On va encore être des Québécois dans 150 ans. Peut-être pas de la même manière qu'on l'est aujourd'hui. Mais, autrement dit, on est installé durablement dans l'histoire, nous, les Québécois. À force de ne pas disparaître, là, on va durer. Ouais. On est menacé depuis 2 siècles. Ouais. Le rapport Durham nous promettait l'assimilation, la disparition. Ouais. Et on est encore là. Mais est-ce que, si je peux me permettre, est-ce qu'il n'y a pas une... Moi, je me rappelle qu'à une certaine époque, je lisais, comme tout le monde, des comptes rendus historiques qui montraient que dès le 19e siècle, on s'inquiétait de la disparition du français. Et là, l'argument de ceux qui trouvent qu'on exagère tout le temps, c'est de dire « Regardez, on s'inquiétait, puis c'est pas arrivé. » Oui, mais est-ce que ça se peut que l'inquiétude fasse partie du fait qu'on est encore là? C'est-à-dire que ceux qui, de temps à autre... C'est-à-dire ceux qui lèvent le flag, là, à un moment donné, c'est peut-être parce qu'ils ravivent dans l'esprit de tout le monde cette idée que il faut faire attention, on est un peuple... Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, on est dans une époque où les gens ne veulent plus assumer... Puis je les comprends, là, c'est pas super agréable, mais ne veulent pas assumer le poids historique ou le fardeau, entre guillemets, qui vient avec le fait d'être une minorité de francophones dans un continent qui, en plus, parle une langue qui est non seulement la langue du continent, mais la langue des affaires mondiales. Ouais. Et ça, c'est dur à admettre, mais ça implique une forme je dirais, de vigilance, au moins, en tout cas. Oui. Mais dans la culture québécoise très contemporaine, là, il y a une grosse tendance à se projeter dans une espèce d'avenir mirobolant. On passe notre temps là, à se gargariser, nous les Québécois, puis les Montréalais en particulier, du fait que Montréal, c'est une capitale de l'intelligence artificielle, des jeux vidéo, la technologie, la pharmaceutique. Ouais. On fournit, le monde entier nous admire là, pour notre hyper-modernité. Alors, on fait ça, nous, c'est une tendance qu'on a, là, et en même temps, ça sert un petit peu de cataplasme sur nos douleurs invisibles. Ouais. C'est-à-dire, oui, c'est ça Montréal, oui, c'est ça le Québec, c'est vrai, en partie, là. Mais ça n'empêche pas le fait que c'est pas du tout évident qu'on va encore parler français dans 100 ans au Québec. Là. Ouais. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous démontrez à quelques reprises qu'il y a des sondages qui semblent prouver que cette inquiétude-là de disparaître, elle n'est pas partagée par les plus jeunes générations. Non. Et vous les voyez parce que vous les avez dans vos classes. Ben oui. Et ça, c'est très intéressant. Parce que vous voyez, moi, dans mes classes, ce que j'ai vu là, au fil des années, c'est un désintérêt grandissant pour la question nationale. Oui. Il n'y a pas de dépit, il n'y a pas de rejet, mais il y a un désintérêt. Oui. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, on fait des sondages auprès des jeunes. On leur demande comment vous auto-désignez. Canadien français, québécois, comment... Et de sondage en sondage, d'année en année, ce qu'on constate, c'est que la désignation québécois devient très importante. Les jeunes Québécois d'aujourd'hui, là, les 18-30 ans, se représentent comme Québécois. Ouais. C'est très paradoxal. Beaucoup plus que ma génération. Mais sans vouloir accepter... Exactement. Le poids historique que ça comporte. Ou encore le projet politique qui pourrait accompagner cette désignation-là. Ouais. Si on est Québécois, peut-être que ça voudrait dire que notre pays, c'est le Québec. Ouais. Mais c'est comme si dans leur tête, la souveraineté était, pour ainsi dire, déjà faite. Ouais. Pas parce qu'ils ne savent pas, mais
mais parce que on s'en fout du Canada, finalement. Ouais. C'est un autre pays. Là. Et on fonctionne aussi, il faut le dire. fonctionne, Quand on même. Oui, c'est ça, c'est ça. On fonctionne. Bon, vous dites dans votre livre que la Révolution tranquille, c'est peut-être c'est ça qui va briser ce sentiment de permanence. Il va tenter, en fait, de casser ça et de politiser le projet souverainiste québécois. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que, bon, vous venez de le dire, les plus jeunes générations ne s'identifient pas à ce projet-là. Et on a même l'impression que ce nationalisme-là est un nationalisme identitaire avec toute une charge péjorative et négative. Comment vous l'interprétez? Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs là-dedans, puis c'est pas facile d'avoir une explication unique de ça. Moi, j'ai l'impression que je suis pas sûr que c'est le facteur principal, mais je l'évoque quand même. Je pense que ma génération a failli à transmettre. Ouais. Il y a quelque chose qu'on n'a pas passé, puis ça, là, du haut de l'histoire, quand on lira ça bien plus tard, là, on va pouvoir Dans des dire livres ça. écrits en anglais? Ouais, mais oui, c'est ça. C'est ça. En créole. Ou des personnes âgées qui vont encore parler français. Ah ouais, Mais il y a ça. Oui. Mais il y a aussi, c'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui ne vivent pas dans le même Québec que celui de nos grands-parents. Là. Oui, parce que cette espèce de rapport à l'anglais qui était très présent et que c'était un combat aussi, puis c'était du mouvement souverainiste, il n'est plus là aujourd'hui. Il n'est plus là. Puis en plus, là, le rapport à l'anglais, par exemple, aujourd'hui, il est complètement dédramatisé et dépolitisé. Moi, dans ma jeunesse, là, l'anglais, c'était la langue adverse. Là, hein. Aujourd'hui, les jeunes, l'anglais, là, c'est une langue véhiculaire extrêmement pratique, qu'il faut maîtriser, évidemment, mais qu'on apprend tout seul sur le web, ça se fait tout seul, naturellement. C'est dédramatisé complètement. Alors, quand on dit aux jeunes, oui, mais attention, on ne passe pas l'anglais quand tu es avec des anglos ou des néo-québécois, ils disent, ben, pourquoi? C'est quoi le problème, là? Jimmy, là, il est plus à l'aise en anglais, puis moi, ça ne me dérange pas de parler anglais. C'est quelque chose chez eux qui est complètement là, dépolitisé. Ça n'a plus de charge politique. C'est pratique ou pas pratique, nécessaire ou pas nécessaire, mais c'est ça. Mm-hmm. Alors, évidemment, quand on voit les choses comme ça, c'est très glissant, cette pente-là. Parce que c'est pas vrai au Québec que notre rapport à l'anglais, c'est un rapport naturel, simple, puis sans enjeu. Il y a un enjeu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'apprendre, qu'il ne faut pas le parler. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut savoir que politiquement, ça signifie quelque chose, céder à l'anglais. On parlait des cégeps bilingues. Il y a un aspect pratique là-dedans. Hein? On apprend l'anglais, puis tout ça. Bon, puis ça il y a un clientélisme aussi des cégeps aussi, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent se financer. C'est ça. Mais en même temps, c'est un très, très gros problème. Le cégep Dawson, c'est le plus gros cégep au Québec. Ouais. Est-ce que c'est normal? Vous savez qu'il y a 10 000 demandes annuelles d'admission à Dawson. Ils peuvent en avoir seulement 3 000. C'est-à-dire qu'ils refusent 5 000 demandes. C'est hallucinant. C'est ça. Et c'est un bon cégep, là. La question n'est pas là. Mais c'est sûr aussi que c'est un écrémage extraordinaire. Quand vous pouvez refuser 7 000 sur 10 000 demandes, ça dit quelque chose. Il y a une attractivité de l'anglais. Puis ça, je pense qu'il va falloir l'accepter. C'est un monde où l'anglais est devenu la langue lingua franca. Mais en même temps, c'est sûr que, effectivement, moi, peut-être que... Parce qu'en fait, on dit souvent, quand on fait un portrait, disons, des 50 dernières années, on l'a vu dans la correspondance de Vadeboncoeur récemment publiée là, avec Hélène Pelletier-Baillargeon qui s'appelait « Un pays qui ne se fait pas ». On insiste beaucoup sur les échecs, hein, sur ce qui n'a pas marché. Et c'est vrai que, du point de vue souverainiste, il y a 2 référendums qui ont été perdus et que ça, en un sens, c'est un échec, c'est clair. Mais en même temps, il y a eu aussi des victoires qui ne sont pas des victoires officielles, disons, ce qu'on a célébré en ouvrant le champagne, mais c'est-à-dire la Révolution tranquille a accouché quand même d'une conscience collective commune. Mais qui existait déjà. Mais là, vous allez trop vite, Mathieu, parce qu'on va en revenir, parce que là, j'arrive à la partie retour au Canada français. Mais je voulais quand même, parce que le livre ne parle pas de stratégie pour politiser. C'est pas ça, là. Il y a une réflexion. Ouais. Parce que vous dites, entre autres, que vous formulez une critique de ceux qui veulent renouveler le discours nationaliste délesté des rancœurs de jadis. Là, je vous cite quasiment. Vous dites que c'est impossible de construire un projet souverainiste sur le respect de l'environnement, les droits de la personne ou l'égalité homme-femme. J'ai senti une petite critique envers Québec solidaire sans vouloir les nommer, mais vous cherchez à savoir comment on peut mettre de l'avant un discours souverainiste basé sur 400 ans d'histoire d'une majorité francophone et d'inclure les gens qui
qui n'en font pas partie. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le projet, une société là, qui pratiquerait développement durable, qui respecterait l'environnement, tout ça, l'égalité homme-femme, les droits fondamentaux, c'est un beau projet. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il faut cultiver ça, puis il faut entretenir ça au Québec comme ailleurs. Ouais. C'est certain. Mais la question de la souveraineté du Québec, puisqu'il est question de ça, est-ce qu'elle ne peut s'alimenter que de ça? Alors moi, la réponse que je donne à tous ces défenseurs de la souveraineté sur cette base-là, je leur dis, mais ça, on n'a pas besoin de faire la souveraineté pour ça. D'abord, le Québec est bien engagé là-dessus. Hein, l'égalité homme-femme, on a du chemin à faire comme tout le monde. Là, mais il y a du chemin qui a été fait aussi. On peut faire ça au Québec. Le développement durable, ben ça, c'est sûr qu'on peut se faire passer un oléoduc sur notre territoire. Bon. Mais on peut faire beaucoup de choses à la province de Québec. Là. Alors, la souveraineté du Québec, au fond, elle doit s'appuyer forcément sur une dimension qui est mémorielle, qui renvoie à l'histoire. Puis ça ne veut pas dire dans la mélancolie, le ressentiment puis le ressassement. Ben, le rapport du RAM, ça commence à faire un bout de temps, là, du peuple sans culture ni littérature. Là, ça a bien changé. On n'est pas obligé de faire ça. Mais il me semble que ce projet-là ne peut pas tenir debout sans le rappel d'un long parcours historique que la souveraineté achèverait. Puis ça se fait pas contre personne, ça se fait avec tout le monde. C'est pas quelque chose qui... Mais je trouve que le discours nationaliste en général, actuellement, il fait l'impasse là-dessus. C'est-à-dire qu'on projette la souveraineté, hein, on voit le Québec comme une petite Scandinavie. Là. Hein, société prospère, social-démocrate, égalitaire, politique sociale généreuse. C'est parfait. C'est parfait, ça. Je veux ce Québec-là pour demain. Mais on ne fera pas la souveraineté parce qu'on va avoir plus d'éoliennes au Québec. Là. Bon, alors là, on y arrive au chapitre 2. Je veux rassurer les gens à la maison. C'est pas un livre avec 14 chapitres. on y arrive. Retour au Canada français. C'est une partie aussi, parce que le chapitre 3 va parler de ça aussi. Vous commencez cette partie-là en évoquant les travaux de Joseph Yvan Thériault et Daniel Jacques, entre autres, avec son essai « Fatigue politique du Canada français », que je n'ai jamais lu, que j'avais entendu parler, entre autres, mais qui appelle, ils ne seront pas les seuls. Vous allez parler d'Alexandre Soubière aussi, avec La Maison Mère. Que j'ai lu. Oui, La Maison Mère, voilà. Vous parlez de ces auteurs-là, de ces essayistes-là, qui appellent de façon différente à réintégrer politiquement le Canada français. Et c'est quelque chose qui ne m'avait pas frappé avant de lire votre livre, mais effectivement, quand on s'y arrête, il y a effectivement ça dans l'air. Oui. C'est dans l'air et, à mon avis, c'est clairement lié à l'esprit des missionnaires dont je parlais. C'est-à-dire que dans la mesure où, pour beaucoup de souverainistes, le projet est en train de s'étioler puis de s'éloigner, autrement dit, on ne fera peut-être jamais la souveraineté du Québec. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut sauver les meubles. On ne devient pas fédéraliste du jour au lendemain pour autant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, alors, on réinterroge les fondements de l'identité québécoise. Puis on dit, mais au fond, nous, là, les Québécois, on a vécu pendant 50 ans d'une grande illusion. On a rompu avec le vieux monde canadien-français qu'on a considéré après 60 comme retardataire, arriéré, puis c'était plus nous, ça. Et puis, on est devenus des Québécois fiers de l'être. Alors, on fait ça. Et en faisant ça, ben, on a rompu le fil d'une histoire. Hein? Et puis, on a renié ces vieux Canadiens français, nos grands-parents là, agriculteurs, puis bon. Et là, aujourd'hui, dans la mesure où l'idéal politique est en train de s'éloigner, on se dit, au fond, on va renouer avec ce qu'il y a de plus profond en nous, là. On va consolider ce qui reste à consolider. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus profond en nous? Ben, c'est justement cette vieille culture-là. Moi, quand je vois l'intérêt soulevé par des séries comme Les Pays d'en haut, tout à fait. Là, on commence... le film Wissir, vous donnez l'exemple du film Wissir, du film Séraphin il y a quelques années. Aurore l'enfant martyr. Et là, on commence le tournage de Maria Chapdelaine. Oui, Sébastien Pilote. Oui, Sébastien Pilote qui fait le... Mais alors, j'ai rien contre ça, mais ça aussi, c'est un signe, c'est l'air du temps, ça. On va consommer cette image de nous-mêmes, qui est une image réconfortante et chaleureuse. Ah, ça, c'était nous, ça. C'est sûr qu'on n'est plus ça. On ne va pas retourner à ça non plus. Mais c'était nous. Puis, au fond, il y avait un peu du bon temps là-dedans. Ah, ils étaient pauvres. Ils étaient incultes. Ils étaient analphabètes. Mais c'était nous, ça. Et c'est très, très, très surprenant parce que la Révolution tranquille avait justement condamné ce monde-là en raison de sa petitesse.
de sa pauvreté puis de sa médiocrité aussi. Là. On disait Duplessis puis l'Église catholique, c'était force d'oppression, mais on sait laisser faire aussi. Là, il y avait... vous allez là! Mais non, mais il y avait quelque chose comme ça. Il y avait une soumission consentie là-dedans. On était médiocre, au fond. Là. Alors, on a voulu rompre avec ça en 60. On l'a fait magistralement. Là. Très rapidement. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, alors que nos rêves de souveraineté sont en train de s'évanouir, on se dit, mais au fond, là, revenons à l'essentiel. Puis l'essentiel de ce que nous sommes, c'est 400 ans d'histoire. Puis c'est Maria Chapdelaine. Mais j'insiste, pas au sens où il faut redevenir Maria Chapdelaine. De toute façon, c'est impossible, mais c'était au fond, c'est peut-être le fond le plus authentique de nous-mêmes. Ça. Là, ce qui est intéressant quand vous relatez les travaux c'est un essai, le titre m'échappe de Joseph Yvon-Thériault, mais de Daniel Jacques, c'est qu'eux, il y a des gens qui espèrent qu'on reconstitue une force politique canadienne-française au sein du Canada. Oui. Et là, évidemment, moi, j'y vois, puis c'est la critique que j'adresse à mes collègues par ailleurs estimés. C'est un retour à la théorie des deux peuples fondateurs. Parce qu'avant 60, là, dans le nationalisme de Duplessis, de Groulx, d'Henri Bourassa, c'était cette idée que le Canada s'est formé de deux peuples. Et puis que chaque peuple a ses droits, puis qu'on ne peut pas nier les droits des Canadiens français. Alors, on se battait dans cette perspective-là. Et justement... Et on accompagnait les combats des Canadiens français dans les autres provinces. Exactement. Les lois linguistiques, entre autres, et les lois... C'était logique de le faire. Et justement, la Révolution tranquille, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle rompt avec cette image-là en disant, mais non. Le destin québécois, c'est un destin qui est à part. C'est pas parce que les autres sont moins bons, là, mais la nation québécoise est sur le territoire québécois, puis l'idéal politique de la souveraineté, il ne va pas se faire au Canada. Mais là, je fais une parenthèse sur cette cassure-là avec le reste du Canada français, parce que dans votre livre, j'apprends une chose que j'ignorais, qu'il y a une cassure réelle qui est survenue lors des États généraux du Canada français, tenus entre 1967 et 1969. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, alors, le mot le dit. États généraux, on convoque des représentants de partout au Canada, du Canada français. Alors, de toutes les provinces. Alors là, on envoie, c'est les caisses populaires, on envoie un paquet de représentants, des centaines à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Et puis là, ben évidemment, on discute de l'avenir du monde canadien-français. Et là, ben évidemment, il va se produire une rupture dramatique. Il va s'ouvrir une brèche qu'on n'est jamais parvenu à refermer. Il y a une résolution qui apparaît sur la table et qui propose que le Québec puisse envisager de faire son indépendance politique. Et là, évidemment, vous avez des représentants des autres provinces qui disent « Ben non, vous allez nous lâcher. Là. Si vous faites ça, nous, on devient une diaspora. » là, puis... Et là, la chicane va prendre. Et à la fin, la résolution, elle est adoptée, mais évidemment, au grand déplaisir des représentants, en particulier de l'Ontario. Il y a seulement ceux du Nouveau-Brunswick qui ont approuvé, qui ont appuyé ça. Pour une possible annexion, peut-être, à un Québec indépendant. Oui, mais à l'époque, tout ça était pas mal abstrait. Mais ce qui n'était pas abstrait, c'était que l'indépendance politique du Québec envisagée, ça voulait dire la fin du monde canadien-français tel qu'on le connaissait. Et là, c'est la famille, elle s'est divisée à ce moment-là. À partir de là, nos frères et sœurs du Canada français sont devenus des Franco-Ontariens, des Franco-Manitobains, puis des Franco de toutes les provinces. Et puis nous, on avait le monopole de la nation. On était les Québécois du Québec en direction de l'indépendance politique. Alors, ça a créé une brèche dans la famille canadienne-française qui ne s'est jamais refermée. Non. Au contraire, que c'est ouverte. Là, Et c'est pour ça que ça me semble un peu naïf de penser qu'aujourd'hui, parce que le projet souverainiste est en veilleuse, on va réanimer politiquement et dire à ces gens-là, revenez, nous allons redevenir... Parce que c'est un peu ça qu'Alexandre Soublière, dans La Maison Mère, propose, c'est que le Québec devienne... Il faut dire que moi, j'ai pas beaucoup apprécié ce livre-là, mais je pense que je vais le relire après avoir lu le vôtre parce que je trouvais que c'était beaucoup un jeune publicitaire dans le vent qui essayait de rebrander le Québec et que la terminologie québécoise sonnait loser puis il fallait revenir. Bon, mais lui là-dedans, et c'est pas le seul, dans ceux qui veulent repolitiser le Canada français, ont l'impression que oui, les francophones dans le Québec vont réaccepter que le Québec soit le vaisseau amiral d'un Canada français. Oui, mais en général, je dirais qu'il ne se pose même pas cette question-là. C'est-à-dire que ça va de soi.
Mais le plus étonnant, c'est que les Québécois se la posent, comme Soublière et compagnie. C'est surprenant qu'ils se posent cette question-là, parce qu'on se dit, mais comment on peut imaginer l'unité du monde canadien-français alors que tout est défait, puis alors qu'on n'a objectivement plus les mêmes intérêts. C'est-à-dire que l'avenir politique du Québec ne passe pas par le Manitoba ou l'Ontario. Puis ça, c'est pas dénigrer les luttes très importantes qui sont menées par les Franco-Ontariens ou les Franco... Mais non, vous le dites clairement dans votre livre. Ce sont des luttes moi, je suis nobles et courageuses et qui ont leur raison d'être. Ben oui. Puis si j'étais Franco-Ontarien ou Manitobain, c'est sûr que je me battrais. Là. Oui. Mais... C'est que ces batailles-là, forcément, vont nuire au Québec aussi. Oui, c'est plus... Ça va ouvrir la porte à l'anglicisation encore plus grande. Ça, c'est l'effet de la dynamique fédérale. C'est-à-dire, puis ça, c'est plate, là, mais c'est le réel politique. Ouais. C'est que si tu... C'est le plus grand legs de Pierre-Éliott Trudeau. Ben, c'est parce que, tu sais, dans le fond, les minorités francophones hors Québec ont plus intérêt à s'allier à la minorité anglophone québécoise que de s'allier à la majorité francophone. Et ça, c'est pas parce que personne n'est méchant là-dedans. C'est une dynamique fédérale. Et je me demande, bien là, j'aimerais ça peut-être vous entendre là-dessus. J'étais curieux, les États généraux, oui, OK, on dit le Québec avait une conscience particulière de son existence nationale, mais est-ce qu'aussi il y avait un peu l'idée, regardez, le français est une langue menacée, l'identité française en Amérique du Nord est menacée, puis qu'il n'y a pas quelque part une sorte de repli stratégique sur le Québec pour dire le seul endroit où il y a une majorité de francophones, c'est le Québec. Le Canada s'est quand même construit en partie sur l'idée qu'il ne fallait pas qu'il y ait un autre Québec. Hein. La révolte des Métis a été écrasée un peu pour éviter la naissance d'une nouvelle province francophone, par exemple. Est-ce qu'il n'y avait pas cette idée-là, une sorte de repli stratégique pour dire on va repartir? Non, pas tout à fait. Okay. Parce que le vent qui souffle sur les États généraux, il faut se rappeler, là, c'est après Expo 67, c'est après le général de Gaulle. Hein? Ah oui, OK. Autrement dit, l'esprit, là, il est complètement émancipateur. Okay. C'est pas un repli stratégique, c'est le monde est à nous. Là. Puis nous, les Québécois, là, René Lévesque va fonder le Parti québécois dans 2 mois. Là. Le monde est à nous. Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne fera pas la souveraineté du Québec? Là? On est parti depuis 7 ans, là. On est parti. On s'est donné un ministère de l'Éducation, un ministère de la Culture. On a eu Expo 67, célébrée dans le monde entier comme la plus belle exposition universelle du 20e siècle. On est à la fine pointe, on arrive à la fine pointe de la modernité, nous qui avons été si longtemps en retard. Hein? Il y a toute une vision très, très émancipatrice, là. Et l'idée de la souveraineté du Québec possible à venir, c'est pas une idée, c'est pas un repli, c'est pas une stratégie. Ben, c'est une stratégie, oui, mais c'est l'idée de on continue, on y va plus fort. Dans le 3e chapitre, qui est intéressant parce qu'il nous rappelle une chose aussi, parce que vous dites, oui, le clergé a été un facteur freinant à bien des niveaux, mais en même temps, il y avait cet esprit d'un grand tout, que nous faisions partie il y avait une cohésion sociale que la Révolution tranquille, en fait, est venue, a pris le relais avec l'État-providence, et ce désir-là d'un vivre ensemble qui est une qualité un peu intrinsèque du Québec, on essaie encore aujourd'hui de la matérialiser. Là, je me demandais est-ce que j'ai bien lu, j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Je dirais que dans l'histoire du Québec, là, on a eu tendance, nous, à se mettre sous pas l'autorité, mais la protection de grandes institutions. Hein, l'Église, l'État. Hein, L'État a pris le relais. Ça, c'est dans notre conscience historique. Hein. Nous, aux États-Unis, par exemple, la vie associative, locale, municipale, c'est beaucoup plus fort qu'ici. Hein, les town halls. C'est ça, c'est pas l'idée. Ils se méfient beaucoup de l'État fédéral pour toutes les raisons qu'on connaît. Là. Alors, c'est une autre approche complètement. Mais ça vient aussi du protestantisme. Oui, tout à fait. Et puis de la méfiance des Quakers vis-à-vis du pouvoir. Bon. Ça, c'est dans leur culture politique. La nôtre est complètement différente. Nous, on est habitués de se regrouper sous l'autorité d'une grande institution.
L'Église... Qui nous représente tous. Qui nous représente puis qui nous rassemble, Oui. qui nous structure. Oui. Hein, l'Église, là, on dira ce qu'on voudra, le catholicisme canadien-français, c'était très structurant. Ben oui, là. tout à fait. Ça disait qui on était, Oui. ce qu'on avait Ça disait à quoi faire à chaque jour. Ben oui. À chaque heure À du chaque jour. heure. Puis d'où on venait, puis qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Ouais, ouais. Hein, puis Ouais, bon. ouais. Alors, c'est sûr qu'on peut faire la critique de ça. Elle a été faite Mais mille on fois. peut aussi dire que ça fait partie de notre ADN collectif. Oui. On n'est pas obligé de le rejeter. Non, c'est ça. Il faut juste trouver une façon qui se personnifie aujourd'hui au 21e siècle. Oui, parce que vous savez, on peut le dire, là, puis sans fâcher personne, mais si ça n'avait pas été de l'Église catholique, puis du catholicisme canadien-français, nous ne serions pas là Ce aujourd'hui. serait un podcast. C'est It ça. would be a podcast and not a balado. Yes, C'est Fred. ça. How are you? C'est ça. Ouais. On serait, Ouais. ça ne veut pas dire qu'il faut rétrospectivement encenser le cardinal Léger, là, et puis l'Église catholique, puis les confessionnals. là. Monseigneur Les Bourget. confessionnaux, Monseigneur Bourget, ça ne veut pas dire ça. Non. Ça veut dire reconnaître le fait que collectivement, on s'est structuré sous cette autorité-là, et puis sous cette grande institution, puis ça nous a amené jusqu'ici. Oui. Et En là, tout cas, jusqu'à la Révolution là, j'ai tranquille. l'impression que tout le débat autour de la laïcité de la loi 21, c'est un peu, peut-être inconsciemment, un désir d'avoir encore une structure juridique pour organiser ce vivre ensemble. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est-à-dire qu'encore une fois, parce que c'est une loi adoptée par un État, là, hein, Oui. encore une fois, on s'en remet à l'État pour nous donner un cadre de vivre ensemble. La loi 21, c'est pas suffisant pour nous donner ce cadre-là, Non. mais c'est quelque chose, c'est un élément. On fait ça au Québec. Hein, on se dit, mais là, il faut qu'on se donne les moyens. Une loi linguistique mur à mur, une loi sur la laïcité. Oui. Que Pas tout à fait mur à mur, mais ouais, éventuellement. que personne d'autre se donne. Bon, alors on fait ça au Québec, mais moi je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est une culture politique qui est la nôtre. On fait comme ça, nous. On se rapporte à de grandes institutions, pas à de petites. Et Ouais, c'est puis vrai. on fait moins confiance à ce qui est local, à ce qui est immédiat, proximité, puis on fait plus confiance à ce qui est... Hein, nous autres, la caisse C'est pour ça de- qu'il y a des line-up au Costco le samedi, d'ailleurs, alors qu'on pourrait aller chez les petits marchands, à C'est côté ça. les shops, Ben, c'est pour ça à un aussi. coin de rue. Mais la Caisse de dépôt et de placement, c'est Ouais. un des plus gros investisseurs publics au monde. Ouais. Ben, on est 8,5 millions. Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? C'est parce qu'on on a mis tous nos œufs dans Ouais. ce panier-là, nous. Ouais. Alors, je dis pas qu'il faut Ça le fait faire. partie de nous, ça. C'est ça. Oui, oui. Hein, on a tendance, nous, à mettre ensemble. Là. Ouais. Le mouvement coopératif québécois, là, c'est énorme. Ouais. Là. C'est un des plus gros mouvements au monde. Ouais. On est 8,5 millions. C'est parce que nous, on se regroupe sous des grandes idées puis des grandes institutions. Nous autres, là, la première Caisse des Jardins, là, tu mets 2 piastres, c'est une chose, puis un jour, ben, ils gèrent 230 milliards. Là. Ouais. Parce que c'est notre coopérative financière. Mais est-ce que dans la loi 21, pour revenir à un peu la question posée par Fred, est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur de la religion? C'est-à-dire, tu sais, il y a même une sorte de traumatisme, c'est-à-dire, on ne veut pas revoir rien qui nous rappelle la présence religieuse dans l'espace public. Alors que pourtant, parce c'est pas que la c'est majorité. comme, Mais c'est tu sais, étonnant, on Mathieu, est parce que intériorisé. c'est pas la majorité de la population vivante qui a vécu Non. Mais on se l'est... sous, Sauf que sous cette domination. On se l'est fait ça, c'est raconter, une oui. sacrée transmission. Cela, elle a marché, c'est-à-dire Ouais. la transmission que c'était horrible, cette affaire-là. Le passé, la grande noirceur, l'Église, puis oui, Dieu sait que, bon, il y a des épisodes sombres dans cette histoire-là, Ouais. mais il y a est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme Oui, aussi mais par rapport à ça? Dans la loi 21, là, l'analyse est à faire parce que c'est trop récent, Oui, mais il y on a pas mal d'ingrédients. Il y a d'abord une idée très noble et très grande de la laïcité des institutions de l'État. Ouais. C'est une très, très bonne idée, puis je l'appuie complètement. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a exactement ce que vous évoquez. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de retour, hein, une espèce de colère antithéologique, comme Ouais. mon collègue Gilles Labelle le disait. Là. Hein, on ne peut plus supporter l'idée que la religion prenne de la place dans nos vies Ailleurs qu'à la maison. ailleurs qu'à la maison. Ça, c'est une chose. Et puis, troisièmement, il faut bien le dire, dans la loi 21, il y a une dimension qui est carrément de l'affirmation identitaire. Ouais. Hein, ce qui revient à dire, chez nous, c'est chez nous. là. Ouais. Chez nous, tu t'habilles pas comme ça. C'est comme ça qu'on vit. C'est le discours effectivement de François Legault. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Qui plaît à la majorité, à une certaine majorité francophone, mais qui plaît pas à tout le monde aussi, qui n'est pas nécessairement...
Ben, qui rejoint beaucoup moins les jeunes, on en parlait tantôt. Oui, hein. Les jeunes ne voient pas tellement de problèmes dans tout ça. Là, hein. L'affirmation du religieux, dans la mesure où c'est pas extrême, pour eux, ils peuvent vivre avec beaucoup de choses comme ça. Là. Mais il y a encore une masse de Québécois très importante là, qui dit quand même, on ne va pas tout laisser aller. Ouais. Tu veux parler anglais, tu parles anglais. Tu veux t'habiller comme ça, tu t'habilles comme ça. Tu es au Québec ici, là. Ça, c'est sûr, là. Et ça, c'est pas... faut pas exagérer. C'est pas quelque chose de revanchard, de haineux, de xénophobe, mais c'est de l'affirmation identitaire. Et qui nourrit, par contre, dans les franges aux extrémités... c'est ça. On peut pas nier qu'il n'y a pas un certain racisme dans une minorité de gens au Québec. Inévitablement. Oui. Inévitablement, mais là, on dirait que ça libère ce discours-là qu'on n'entendait pas avant. Il était là, mais je pense qu'on ne l'entendait pas. C'est ça. Mais dans une société, quelle qu'elle soit, c'est plutôt sain que les choses tout à fait, se disent. On n'aime pas toujours ça au Québec, que les choses se disent. C'est ça. On ne sait pas trop quoi faire avec. Non, voilà. Il y a quelque chose qui m'a frappé, mais peut-être que je n'avais pas à le remarquer, mais vous ne parlez à peu près pas, vous ne parlez pas en fait des Premières Nations, des Autochtones, qui font quand même partie intégrante de notre histoire, en fait, et là, c'est ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas dans le grand récit qu'on s'est fait raconter. C'est vrai que j'en parle pas. Et puis, j'ai une mauvaise conscience par rapport à ça. Et je vous dis simplement, c'est que je ne savais pas trop quoi faire avec la question autochtone, qui est importante, en elle-même, de toute façon, et qui est importante dans l'histoire du Québec aussi, de manière générale. Mais comment intégrer cette réalité-là au parcours historique québécois, j'en venais pas à bout. Comment je vais faire? Puis j'avais pas envie non plus de faire une salutation rituelle aux nations autochtones en disant, mais je sais que vous êtes très importantes, puis je sais que vous comptez. Mais j'en parlerai pas. Mais, non, mais c'est ça, je disais, tant qu'à le faire de façon superficielle, est-ce que ça serait peut-être l'objet éventuellement d'un autre ouvrage de Jacques Beauchemin? Oui, moi je pense qu'il faudrait retravailler la question de l'identité québécoise en essayant de l'aborder dans toutes ses facettes. Il y en a que j'ignore là-dedans, là. Les influences. J'arrive de Londres, là. C'est certain que c'est un lieu commun aussi, mais à chaque fois qu'on débarque à Londres, c'est frappant. On voit bien. Là. C'est un maudit gros Montréal. On est chez nous. C'est ça. C'est pas des paysans. C'est ça. Ouais. Alors là, c'est caricatural, c'est superficiel de dire ça, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Là. Tu dis qu'on est, il y a quelque chose à fouiller. Pour un sociologue, il y aurait quelque chose à fouiller. C'est ça. Alors là, l'influence de cette culture-là sur notre identité, mais justement, l'influence des nations autochtones, parce que même à l'époque où ils étaient dénigrés, rejetés, refusés, même ça avait une influence structurante sur le monde canadien-français. Là. Tu te dis, mais pour les sauvages, là, le discours sur les sauvages, là, ça nous structure aussi. Ça fait un autre. Hein? Ça fait un nous, ça fait un autre. Qui est pire que nous. Ben oui, c'est ça. Qui est pire que nous. Ou regardez là, avec quelle vigueur le Chanoine Gros, par exemple, à l'époque, voulait absolument prouver qu'il n'y avait pas eu de métissage entre les Autochtones et les Canadiens français. Il voulait absolument prouver ça. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement peur qu'on finisse par montrer qu'on avait été contaminé puis qu'on était aussi sauvage qu'eux, finalement. Là, malheureusement, pour Lionel Groux, ou heureusement, les livres de Serge Bouchard n'existaient pas encore parce qu'ils les auraient lus et ils auraient compris que les métissages sont beaucoup plus grands que ce qu'ils auraient espéré. Jacques Beauchemin, merci. C'est une longue entrevue. Je suis vraiment content. Cette balado permet ça. J'espère que j'ai donné le goût aux gens de lire votre livre, Une démission tranquille, La dépolitisation de l'identité québécoise. C'est un livre, c'est pas une lecture de vacances, je dirais, mais c'est vraiment intéressant. Puis ça a mis des concepts sur des choses que j'avais l'impression instinctivement de sentir, mais je n'étais pas capable de les conceptualiser. Vous avez fait ça? C'est énorme. Donc j'ai réussi quelque chose, je suis content. Merci beaucoup d'être venu à la balade. Merci à vous. Au revoir. Alors, tel que promis, il y a 2-3 semaines, vous étiez venu, Andréane Bissonnette, pour nous parler de ce qui se passe aux États-Unis avec la course au Parti démocrate. Et là, ça continue parce qu'hier, c'était le Super Tuesday. Exactement. Qui n'est pas un bar des Laurentides, mais bien... la grosse journée des primaires et des caucus. Et là, je sais que vous aimez beaucoup les analogies sportives. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, hier, c'était comme de regarder un match du Canadien dans l'Ouest qui se rend jusqu'au tir de barrage. Donc, on est resté là, sur le bord de nos sièges, puis surtout du côté de Biden. Les partisans de Biden, on y croyait, puis du côté des partisans de Sanders, on l'attendait, la Californie. Donc, c'était
la même chose. Ah, mais les partisans, ils croyaient, parce qu'il y a plus grand monde qui croyait aux chances de M. Biden. Mais il y avait quand même un mouvement, surtout dans les derniers jours, parce qu'on a eu une coalition des modérés qui s'est articulée. Puis, si ça n'aura pas eu d'impact au niveau des votes par anticipation, ceux qui sont allés voter hier, c'est sûr que le ralliement des forces des modérés aura eu un impact. Mais là, rapidement, on va faire un petit résumé de ce qui nous a amené au Super Tuesday pour que les gens se remettent dans le bain un peu, ceux qui n'ont pas suivi ça, le nez collé sur les journaux. On peut partir du mois de février parce qu'il y avait déjà eu... l'Iowa, qu'on s'est parlé. Voilà. Mais depuis, on a eu 3 autres primaires et caucus, donc le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud. Et on avait vu, donc, pour se rappeler, Buttigieg avait gagné l'Iowa. Oui. Sanders a gagné au New Hampshire, mais avec une 2e place convaincante de la part de Buttigieg et une 3e place de Amy Klobuchar. Oui. Et suite à ça, Biden a fait un retour en Caroline du Sud. Oui. Et depuis le début de la campagne, il le disait, tout est en Caroline du Sud pour Biden. Et les gens, ils croyaient plus ou moins dans le sens où c'est une remontée historique que de ne pas gagner l'Iowa et le New Hampshire et d'avoir une candidature viable après ces 2 premiers concours-là. Donc, non seulement il l'a remporté avec plus de 50% du vote et le 3/5 du vote afro-américain. C'est un électorat. Donc, ils sont sortis. Ils sont sortis. Ouais. Mais ça, vous l'aviez dit, ça. Oui, on pouvait s'attendre à ce qu'il ait voté pour Biden, mais c'était vraiment par des marges importantes. Et c'est important aussi pour tous les autres États du Sud. La Caroline du Sud, c'est un État parmi plusieurs avec une forte population afro-américaine. Ouais. Et suite à ça, bien évidemment, les rangs démocrates se sont un petit peu effrités, donc on a eu des abandons. On a eu Andrew Yang, Deval Patrick, Michael Bennet et finalement Tom Steyer qui ont abandonné durant le mois de février. Donc, à l'arrivée au Super Mardi hier, on avait bien évidemment Joe Biden, on avait également Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg qui faisait une première apparition. Voilà, il sortait de son j'allais dire sa tanière, c'est une tanière en platine juché sur un mont avec plein de chats et sûrement des colonnes en or, là, mais oui, il sort de sa tanière. Okay. un beau château de tanière. Et on avait aussi Tulsi Gabbard. Et pourquoi je ne mentionne pas Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, en fait, c'est qu'ils ont abandonné la course la veille du Super Mardi pour Amy et l'avant-veille pour ce qui est de Pete Buttigieg. Ce choix-là de le faire juste avant, est-ce qu'il y a une stratégie quelconque? Parce qu'on peut présumer que ces gens-là vont revenir. C'est pas la fin de leur carrière politique pour tenter de redevenir candidat. On parle de 2024, entre autres, pour la prochaine fois, en fait. Mais du côté de Amy Klobuchar, on est sénatrice du Minnesota, donc en fait, elle retourne à son rôle de sénatrice. Elle n'est pas en année électorale pour ce poste-là. Donc, pour elle a un poste garanti à Washington encore, puisqu'elle est toujours élue. C'est pas nécessairement politique dans le sens où ils se sont retirés après leur performance décevante en Caroline du Sud, qui était le 29 février, et le Super Tuesday était le 3 mars. Donc, il n'y avait pas beaucoup de marge entre les deux. Mais c'est sûr que l'annonce de se rallier à Biden à la veille du Super Tuesday plutôt que d'attendre après, ça par contre, effectivement, il y a des calculs politiques qu'on appelle, qui c'est vraiment la coalition des modérés dont on parle dans les derniers jours, parce qu'on a eu... on a eu ces annonces-là, mais avant, j'aimerais ça qu'on revienne sur le discours de Pete Buttigieg, parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant par rapport au futur. Oui. Pete Buttigieg, c'est le maire de l'Indiana, d'une petite ville, en fait, de South Bend, en Indiana. Personne ne connaissait son nom si on remonte à il y a 6-8 mois. Là. Et aujourd'hui, tout le monde aux États-Unis, ou presque, sait de qui on parle lorsqu'on parle de Pete Buttigieg. On n'est pas capable de le prononcer, mais on sait de qui on parle. Exactement. On a appris à dire Mayor Pete et à aimer Mayor Pete. Je suis pas capable de le nommer. Oui, en 2024, là, le gars, là. De l'Indiana. Et à 38 ans, sa carrière ne fait que commencer à l'échelle nationale. Et à ce niveau-là, son discours a vraiment rallié les thèmes de sa campagne, qui étaient le positivisme, l'unité et l'acceptation. Et on a un extrait pour l'écouter lui-même. To choose a politics defined not by who we push away, but by how many we can call to our side. And we send a message to every kid out there wondering if whatever marks them out as different means they are somehow destined to be less than. To see that someone who once felt that exact same way can become a leading American presidential candidate with his husband at his side.
c'est quand même pas banal. Exactement. Donc, on avait une candidature non seulement qui a été viable pendant les premiers concours, mais une candidature de possiblement ce qui aurait été le premier président homosexuel et qui a quand même remporté l'Iowa, qui est un État conservateur aux États-Unis. Donc, on voit qu'à ce niveau-là, il y a aussi un avancé, puis que son rôle dans les prochaines années, ses positions qu'il va prendre dans les prochaines années, pourra avoir un effet déterminant pour les droits de la communauté LGBTQ aux États-Unis. Le mariage homosexuel remonte juste à 2015, donc on a encore beaucoup à parcourir à ce niveau-là. Et suite à cette annonce-là, donc comme je disais, Amy et Pete se sont ralliés derrière Joe Biden. Mais Biden a eu un soutien aussi surprenant et non attendu de la personne de Beto O'Rourke. Donc, on se rappelle, il était candidat à la présidentielle, il était également candidat à la course sénatoriale en 2018 contre Ted Cruz, avait passé à un cheveu d'avoir un sénateur démocrate au Texas, et il est venu soutenir Biden, mais d'une façon inespérée pour Biden, en ce sens qu'il a vraiment électrisé la foule à Dallas et encouragé les gens à sortir. Et le résultat de Biden... sortir voter. La victoire de Biden au Texas, moi, j'appellerais Beto et je lui dirais un énorme merci de la même façon qu'il a remercié Amy pour sa victoire au Minnesota. Et on peut écouter Beto à ce niveau. You, your family, your friends, your neighbors, your classmates, your colleagues, every single one of us is going to get after it and vote tomorrow. Are you with me? Are you with Joe? Ladies and gentlemen, el próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden! Let's do it for Joe! Et suite à ce discours enflammé, il a amené Joe Biden manger au Whataburger, une chaîne pour les auditeurs et auditrices qui sont allés au Texas, une chaîne à ne pas manquer lors de votre visite dans le Sud. Est-ce que c'est bon ou c'est pittoresque? Si vous êtes végétarien comme moi, c'est à éviter. Mais si vous aimez le fast-food et les burgers, je vous dirais que c'est un arrêt obligatoire. Bon, OK. Là, rappelons le Super Tuesday, l'importance politique pour cette course au Parti démocrate. Un peu, pourquoi c'est si important, en fait? Oui, donc moi, je vous le dis, je suis un néophyte. C'est pour ça que vous êtes là et je suis la politique, mais à un moment donné, il faut choisir ses combats. On ne peut pas tout suivre. Et j'ai même un jeu que je commence à jouer avec mon garçon qui s'appelle Making of a President, la campagne de 1960. Et c'est tellement complexe, malgré tout. Alors, expliquez-nous ça. Mais c'est un système politique en soi, et puis la même chose que même si on est féru de politique, je ne pourrais pas vous expliquer ce qui se passe dans les 193 États de l'ONU. Donc, on a toutes nos spécialisations en termes de politique. Effectivement. Légèrement influent. Oui, légèrement influent, mais bon. Assez présent au niveau international aussi. Le Super Tuesday, en fait, c'est une journée où il y a plusieurs États qui tiennent leurs primaires et leurs caucus. Et on a donc 14 États hier qui allaient aux urnes, en plus du territoire de l'île de Samoa et tous les démocrates à l'étranger. Donc, pour les auditeurs américains, hier était jour de vote pour eux également. Et c'est important parce que... on a hier deux des États les plus populeux qui votaient. On avait la Californie et le Texas. Et pour la première fois, les deux font partie du Super Tuesday simultanément. Donc, les deux avaient été dans le Super Tuesday, mais en même temps. C'est la première fois. C'est la première fois. Et un autre élément sur lequel, moi, je trouve que c'est intéressant, en 2016, il y avait 29% des électeurs latinos qui s'étaient prononcés en date du Super Tuesday. Donc, la majorité... qui avaient voté par anticipation. En fait, qui habitaient dans un État qui votait avant ou au Super Tuesday. Avec le remaniement des dates électorales, cette année, on est rendu à 56% des Latinos qui se sont prononcés. Et qui se sont prononcés donc de façon rapide dans la course et donc que leur voix a une importance. Ils votaient moins avant. Ils votaient moins, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que on a 56% de la population qui habitent dans un État où ils peuvent se prononcer et donc avoir une influence dans la course parce que la Californie avant votait début juin. En juin, on sait c'est qui le candidat ou la candidate. Donc, même s'il y avait une forte population est-ce que le vote est sorti? Le vote est sorti. Le vote est sorti en Californie. Le vote est sorti au Texas. Et ce qui est intéressant avec ce vote-là, c'est que au niveau du Texas, on a une division entre Biden et Sanders. On donnait le vote à Sanders des Latinos de façon assez marquée. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que Biden, il y a des
fracture au niveau de l'âge. Et Biden va aller chercher les Latinos de 45 ans et plus. Et Sanders va aller chercher les Latinos de 44 ans et moins. Donc, c'est vraiment sur les lignes démographiques aussi du vote, comment ils se séparent entre les deux. Ce qui est un avantage pour Biden au niveau du fait que les personnes plus âgées votent plus, les jeunes votent moins. Donc, à ce niveau-là, c'était aussi une bonne nouvelle de la part de Biden. Et donc, bon, je le dis depuis tout à l'heure, là, Biden a gagné le Texas. C'était l'élément qu'on surveillait hier. Tout le monde le donnait à Sanders. Ça a été une des courses les plus longues. Donc, à 1h du matin, on n'avait toujours pas de résultats. Il a fallu attendre. Et du côté de Sanders, on a gagné la Californie. Donc, au niveau des deux gros joueurs, hier, on a eu une séparation entre les deux meneurs. En fait, ceux qui sont devenus les deux meneurs de la course, parce que Biden n'était pas un meneur au début de la soirée. Et il a vraiment fait une surperformance dans plusieurs États. Il a remporté 10 des 14 États qui étaient en jeu hier. Et Sanders en a remporté 4 sur 10. C'est une déception là, pour Bernie Sanders. C'est une déception dans le sens que Biden est allé chercher des États que Sanders avait gagnés en 2016. Donc, à ce niveau-là, on a causé la surprise au Minnesota, avec bien sûr l'appui de Amy Klobuchar. La veille, ça a eu un impact. Elle est sénatrice donc, du Minnesota. Mais on est allé chercher le Maine, qui est frontalier avec le Vermont. On est allé chercher le Massachusetts, où Elizabeth Warren a fini 3e et Bernie Sanders a fini 2e. Donc ça, c'est des gros gains. Et un autre des éléments de la performance de Biden qui est non négligeable, c'est qu'on est allé chercher des États qui peuvent être des États pivots lors de la présidentielle. La Californie va voter démocrate, peu importe qui est le candidat. Par contre, le Minnesota, la Virginie, la Caroline du Nord, ce sont des États qui vont être à surveiller en novembre et où Biden a vraiment très bien performé hier. Alors que du côté de Sanders, on a eu une sous-performance dans les États donc remportés en 2016, mais on a remporté les États plus à l'ouest, donc le Colorado et l'Utah, qui peuvent également avoir une incidence là, Mathieu Bellil, juste une question. Mais comment vous expliquez ça en même temps? Parce que moi, j'ai suivi ça un peu, ça me passionne. Biden, j'ai pas trouvé d'extrait, tu sais, jusqu'à peut-être avant hier, là, d'extrait où on l'entendait dire des choses inspirantes. Dans les débats, il était souvent maladroit, un peu absent. On a l'impression que c'est le candidat. C'est quoi l'explication? Rempart parce qu'on a peur de Bernie Sanders. Ben, en fait, c'est que on appuie Joe Biden parce qu'on veut battre Trump. Et on a une coalition des modérés. Et en fait, il ne faut pas oublier non plus qu'on ne veut pas aller voter tout de suite sur une plateforme. On va aller chercher un candidat derrière lequel on va se rallier, qui va aller chercher des votes, qui va aller chercher les indépendants, qui va nous permettre de remporter contre Trump. Et lors de la convention au mois de juillet, on va adopter une plateforme sur laquelle on va se baser pour le reste des choses. Donc, d'aller chercher aussi des soutiens comme Pete Buttigieg, comme Amy Klobuchar, comme Beto O'Rourke. Et il a dit lui-même, lorsque Beto a terminé son discours, il a dit « Beto, tu vas mener tout ce qui est le contrôle des armes à feu. » Donc, on va développer aussi la plateforme par rapport à ces alliances-là, par rapport aussi à qui va être nommé vice-président. Et ça va être un élément très, très important. Peu importe si c'est Sanders ou Biden, la nomination du ou de la vice-présidente. De ce que j'ai compris, d'avoir écouté à gauche et à droite les analystes, j'essaie de diversifier mes sources, je n'écoute pas que vos chroniques, Andréane, mais on a l'impression qu'on veut encore, en fait, le scénario se répète, c'est qu'on veut tasser. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire, c'est tasser Sanders parce qu'on estime qu'il est trop à gauche et que dans le fond, le Parti démocrate est beaucoup moins à gauche qu'il le prétend? À ce niveau-là, c'est sûr que la gauche aux États-Unis versus la gauche au Québec, c'est deux choses. Mais en ce moment, ce sont les électeurs qui se prononcent. C'est pas l'establishment du parti qui dit aux gens comment voter. Ce sont les électeurs. Si les électeurs voulaient que Bernie Sanders soit candidat, les électeurs sortiraient voter en masse pour Bernie Sanders. Et donc, en ce moment, on ne peut pas blâmer l'establishment du parti à un moment où on n'est pas encore à la convention. Si on arrive à la convention, qu'on a une convention contestée, qu'on a un appui massif de l'establishment derrière Joe Biden, à ce moment-là, la critique par rapport à l'establishment versus la volonté des gens se fait. Mais à ce moment-ci, on ne peut pas dire que la personne au Texas qui a voté pour Biden l'a fait parce que l'establishment lui a dit. Le voté pour Biden parce que le discours modéré... Elle l'a quand même encouragé. Tu sais, quand O'Rourke, Klobuchar, Buttigieg,
ils sont considérés comme des modérés. Et dans un sens qu'ils se rallient tous à Biden, ça envoie quand même un message fort aux électeurs. On leur dit pas pour qui voter, mais on les encourage fortement à aller de ce côté-là, non? Oui, mais du côté de Buttigieg, on fait pas partie de l'establishment du parti. C'est un maire d'une petite ville du fond de l'Indiana. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas comme si... Il était quand même soutenu par des... Il était soutenu par le parti parce qu'il y avait une position qui était un peu plus modérée, mais ce n'est pas Hillary Clinton qui est sortie, ce n'est pas Barack Obama qui est sorti, c'est pas... On n'a pas l'establishment qui est sorti et qui a dit aux gens de voter pour Biden. Et donc, on a ce ralliement. Puis aussi, la question de l'assurance santé est un enjeu qui est central en ce moment. Et ce n'est pas tous les démocrates qui appuient l'idée d'un Medicare for All et qu'il y en a qui veulent garder leur assureur privé. Et sur ça, d'avoir une candidature de quelqu'un qui dit « Vous voulez garder votre assurance privée, vous allez pouvoir la garder. Vous voulez une option publique, on va travailler pour une option publique. » Ça vient chercher une part de l'électorat aussi. Donc, même s'il ne met pas nécessairement de l'avant les idées de la même façon que Sanders, Biden a des positions, il y a des positions qui parlent à un pan de l'électorat également. Bon, la prochaine étape là, pour la suite des choses, pour voir quand est-ce qu'on va savoir en fait qui sera le candidat opposé à Donald Trump? Ça peut aller jusqu'à une convention contestée, c'est-à-dire que si aucun des deux candidats n'arrive au chiffre magique de 1991 délégués, il va y avoir une convention qu'on dit contestée où là, il va y avoir un réalignement de certains délégués, notamment les délégués qui sont actuellement pour des candidats qui ne sont plus dans la course. Mais donc, les prochaines dates qu'on surveille, c'est surtout le 10 mars et le 17 mars, donc les 2 prochains mardis, parce qu'on a des États comme Washington, le Michigan, l'Ohio, la Floride et l'Arizona qui vont voter. Donc, des États qui vont pouvoir aussi nous donner un petit peu plus le pouls sur les électeurs indépendants, puis sur les démocrates modérés et les démocrates libéraux aussi. Et de voir l'électorat latino, en Floride, ça va être intéressant. Sanders a froissé les Cubains de par ses commentaires sur Castro dans les dernières semaines. Et donc, il y a plusieurs éléments qui vont être à surveiller à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'on a actuellement donc Michael Bloomberg qui a abandonné aujourd'hui et qui s'est également rangé derrière Biden. Lui et ses milliards. Lui et ses milliards. Ça peut quand même avoir un impact énorme. Là, ça peut avoir un impact au-delà du financier parce que lui avait dit à son équipe de campagne, vous êtes payé jusqu'en novembre. Donc, en fait, il a non seulement de l'argent, mais il a également des gens sur le terrain qui peuvent aller mobiliser et faire sortir le vote pour Biden. Et à suivre également Elizabeth Warren qui a dit qu'elle allait réévaluer sa campagne demain. Donc, on est une journée trop tôt pour faire une annonce à ce niveau-là, mais pour vous donner un petit indice, hier, Bloomberg avait dit qu'il allait réévaluer sa campagne aujourd'hui et sa réévaluation a terminé par un abandon. Donc, du côté de Warren, avoir perdu son propre État et être troisième, c'est beaucoup de réflexions à venir. Si jamais il y a du nouveau... En attendant que la publication de la balado qui sera samedi, on fera une petite mention sur les médias sociaux. Puis nous, on va se revoir peut-être dans 3 semaines, 1 mois peut-être? Oui, absolument. Donc, début avril, on devrait avoir eu là, les gros jeux là, du mois de mars. Puis, à ce moment-là, le prochain gros qui va rester en avril, ça va être vraiment New York, qui est le deuxième État le plus important. Donc, puis aussi, au-delà du nombre d'États, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est vraiment de regarder le nombre de délégués. Parce que ce n'est pas parce que Sanders a remporté la Californie qui remporte tous les délégués de la Californie. C'est proportionnel aussi au pourcentage de vote. Et donc, il faut regarder le nombre de délégués. Ce n'est pas encore officiellement sorti à 100%. Donc, à suivre dans les prochains jours. Merci beaucoup, Andréane Bissonnette. Merci. Vous m'aidez à comprendre un peu mieux ce système qui est très fascinant, mais qui est complexe. Pour moi, en tout cas, là, je ne pense pas être le seul. Mais merci beaucoup. Complexe. Et on en est qu'au primaire. Oui, voilà. Alors, Mathieu Bellil, de retour à vous. Bon, tantôt, on vous a entendu un peu de façon très pertinente avec Jacques Beauchemin, mais on va poursuivre un peu dans cette réflexion-là. Oui, c'était pas... pour votre 3e chronique. C'était pas du tout prévu comme ça, mais c'est un addon assez extraordinaire parce que je viens vous parler du nous. Et c'est un peu ça que Jacques Beauchemin a fait. Je viens vous donner des nouvelles de nous. Hein? C'est le titre de ma chronique qui va enfin prendre tout son sens, n'est-ce pas? D'entrée de jeu, je vous dirais que l'usage de ce pronom ne va pas de soi. Hein? Il y a peut-être des auditeurs qui sont déjà un peu méfiants. C'est qui ce gars-là qui vient parler du nous? Hein? Rappelons que vous êtes professeur au Collège Jean de Brébeuf. Oui, en plus, c'est ce qui ne peut faire qu'aggraver mon cas. Hein? Des fois, tout le temps. J'ai ma soutane là, dans le vestiaire. Alors, les Québécois sont pas tellement à l'aise avec ce mot-là. C'est très rare qu'on dit « nous ». D'ailleurs, vous remarquerez que dans la conversation courante, on dit jamais « nous ».
Oui. On dit jamais ça, nous. Il y a sûrement un principe d'économie. Le « on » est nettement plus efficace. Hein. Oui. On va, c'est plus rapide que nous allons. Hein. Oui. Mais je pense pas que c'est juste une question d'économie. C'est-à-dire que, bon, je, pas de problème. Tu, on en met partout. Tu veux-tu, tu m'aimes-tu. Bon, il, elle, des fois, c'est du « a ». I, a, OK? Affadur. Mais le « nous », pas vraiment. Ouais. On dirait que le « nous » rend maladroit, qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ce mot. D'ailleurs, les rares fois où on va entendre le « nous » dans la conversation courante, c'est dans la locution « nous autres ». Intéressant. Et « nous autres », c'est très particulier comme formule, parce que ça a l'étrange qualité de créer de la distance plutôt que du rapprochement. « Nous autres », ça veut dire « nous », mais un « nous autre ». C'est-à-dire « autre » par opposition à un « vous ». Et d'ailleurs, quand on dit « nous autres », en général, on va dire « vous autres ». Donc, comme on n'est pas dans le rassemblement. Là. Eux autres. Oui, eux autres. On n'est pas dans le rassemblement, on est dans un « nous » qui divise, un « nous » qui ne veut pas unir. Bon, vous avez suivi comme moi les dernières élections où on a vu le Bloc québécois qui avait choisi de manière tout à fait prétentieuse d'inclure dans son slogan. Son slogan, c'était « Le Québec, c'est nous ». Monsieur Vie ordinaire, il s'appelle Mario Dumont. Oui, mon Dieu. Mario Dumont n'avait pas aimé ça. Le seul homme qui est embaumé vivant. Oui. Alors, sur SCN, il s'était fendu d'un éditorial. Alors, je le cite, voyons, ça fait prétentieux. J'ai pas aimé ça du tout. Voyons, le Québec, c'est tout le monde. Bon, j'ai plus l'air de parler comme Lucien Bouchard. Faudrait que je me... Allez travailler, là. Ouais, c'est ça, en fait. Vous autres. Alors là, Dumont n'était pas content. Il était nettement pas content. Ouais. Et au fond, il était pas content parce que Dumont, il faut lui donner une chose, c'est quelqu'un qui a quand même un instinct politique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui qui parle et qui est le Québec profond. Il y a quelque chose. Le Québec ordinaire. Oui, ben c'est ça. C'est peut-être pas pour rien que Pierre Vadeboncoeur disait qu'on était le peuple le plus modeste de la Terre. Une formule qu'il n'utilisait pas pour rendre hommage au Québec. On parle beaucoup de Pierre Vadeboncoeur, de plus en plus dans cette balado. Ben oui, ben là, j'aime ça. Ben, c'était quelqu'un d'important. Puis honnêtement, je pense que c'est pas toujours facile d'accès, ce qu'il a écrit, mais il y a quelques livres qu'il faut lire. En tout cas, l'héritier spirituel de Mario Dumont, qui est en fait plus âgé que lui, mais qui est un peu la synthèse de ce que Dumont aurait voulu faire, je parle de François Legault. François Legault a eu l'instinct de ne pas utiliser le « nous » quand il a voulu défendre sa loi sur la laïcité. Vous vous rappelez, le fameux projet de loi 21, il a fait un genre de capsule de 2 minutes là, qui a été publiée par Radio-Canada, sur YouTube, on peut retrouver facilement, où il explique en 2 minutes pourquoi il a fait ce projet-là. Et ce qui est très frappant, c'est que pendant ces 2 minutes-là, il n'emploie pas le « nous » une seule fois, c'est « on ». On. Alors, je ne sais pas si on a Larry. Nous l'avons. Parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Bon, c'est comme ça qu'on vit. Hein? Alors, dans son allocution de 2 minutes, il n'emploie pas le « nous » une seule fois, le premier ministre Legault. Alors, il va dire, c'est ça qu'on fait, on va trop loin, on va pas assez loin, ça fait longtemps qu'on a décidé. Ouais. Et le « on dit que ça exclut la personne qui parle. Hein? C'est une phrase qu'on entend souvent. C'est pas tout à fait vrai. La vérité, c'est que il n'exclut pas la personne qui parle, mais il ne l'inclut pas trop non plus. Ouais. C'est-à-dire, c'est un pronom général où on peut se reconnaître ou pas. Hein? C'est parce qu'il est indéfini, il est neutre. Hein? Alors, puis nous, on aime ça, l'indéfinition et la neutralité. Hein? Ça fait partie de l'ADN québécois. Au fond, le « on » permet seulement de ne pas trop décider, de garder le flou, un flou artistique. Et en plus, le « on » a l'avantage de sonner presque comme un nom. Hein? Et Dieu sait qu'au Québec, on aime ça dire non. Ah, le nom, là. On puis non, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai pensé à ça hier, j'étais dans ma douche, je me disais, c'est intéressant, le nous en anglais, c'est oui. Ah, mon Dieu, ben oui. Oui. Wow. On aurait peut-être dire oui. Ben oui. En tout cas, bon, c'est pas sûr que c'est ça qu'on veut avec les cégeps bilingues, là. Plus de oui. Colin. Je suis pas sûr que M. Beauchemin serait d'accord. J'ai l'air de jouer sur les mots, mais je pense que les mots ont un sens, qui ne sont pas innocents, qui ne sont pas insignifiants. Est-ce que ça se peut qu'il existe un lien entre la difficulté à dire « nous » et le fait que nous vivons dans une sorte de flou identitaire, que notre préférence naturelle, je l'emploierais comme ça, notre tendance naturelle à employer le « on » soit un symptôme de notre inachèvement, de notre statut plus ou moins défini, du fait que nous, les Québécois, on est toujours un petit peu perdus quand vient le temps de dire « nous ». Et là, j'arrive à cet extrait jouissif d'Elvis Gratton, où le beau Elvis est dans l'avion, il vient de chanter « Alouette, gentille Alouette »,
Puis là, il est sur le party. Puis Qui aurait dû être notre national. Il aurait dû. Alouette, Ben oui, gentil c'est ça. Alouette. Puis là, il y a un voyageur français dans l'avion qui demande mais vous êtes qui, vous? Hein? Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien. Ah, c'est certain. Un Québécois d'expression canadienne, française. On est des Canadiens Ah oui, je vois. américains, francophones d'Amérique du Nord. Oui, des je vois. Franco-Québécois. On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois canadiens. Les deux. C'est ça. Alors, ce qui est vraiment très drôle dans l'extrait, c'est que plus l'extrait avance, plus on voit le visage de Bob Gratton se décomposer. T'sais, il était sur le party, et là, de plus ça avance, plus c'est difficile. Puis le pauvre touriste qui dit « je vois », qui enlève ses lunettes, qui voit absolument rien, plus il tente de dire qui il est, plus il s'enfonce. C'est un exemple parfait du flou identitaire. Hein. Souvent, vous connaissez peut-être cette vieille blague juive, Fred, à propos d'identité. Attention! Alors, les Juifs en connaissent un bout sur la question identitaire. Oui. Qu'est-ce qu'être juif? Hein? C'est une blague. La réponse, c'est se demander qu'est-ce qu'être juif? Et j'aurais envie de dire qu'on pourrait, avec l'extrait de Elvis Gratton, se dire qu'est-ce qu'être québécois? Réponse, c'est se demander qu'est-ce qu'être québécois. Et c'est tout à fait dans la thématique d'aujourd'hui. Oui. Je connais pas beaucoup de peuples, en passant, qui aient changé aussi souvent de nom que les Québécois. À ma connaissance, les Écossais sont toujours désignés comme des Scots ou des Scottish, ou les Irlandais comme des Irish, les Catalans comme des Catalans. On a beau mettre un autre nom par-dessus, sujet de Sa Majesté d'Angleterre ou d'Espagne, ça n'a jamais changé la manière dont ces petits peuples se nomment. Ici, au Québec, grosso modo, depuis 3 siècles et demi, on a changé 4 fois de nom. OK? Et là, on sent que peut-être on s'en va vers une 5e appellation, parce que de plus en plus, on entend dans le discours, il y a eu une tentation de venir aux Canadiens français, mais il y a aussi quelque chose qu'on entend de plus en plus, c'est Québécois francophone, ce qui est une réactualisation du Canadien français, c'est-à-dire une manière de désigner les Québécois par leur appartenance linguistique et donc culturelle, etc. Bon. On sait qu'on s'est appelé des Français quand on est arrivé, mais très tôt, à partir du 18e siècle, les premiers voyageurs qui arrivent ici, pas les premiers, mais les voyageurs qui arrivent de France notamment, commencent à se rendre compte que les gens qui habitent en Nouvelle-France ne sont pas des Français. Ils les identifient comme des Canadiens. Okay? Et Canadien, ça veut dire un Français né au Canada. Je cite le père Charlevoix, vous me permettez, en 1744, qui sa rencontre avec les Canadiens. Je ne sais si je dois mettre parmi les défauts de nos Canadiens la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Notez, la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Il est certain qu'elle leur inspire une confiance qui leur fait entreprendre et exécuter ce qui paraîtrait pas possible à d'autres. Les Canadiens ont beaucoup d'esprit, surtout les personnes du sexe, qui l'ont fort brillant, aisé, ferme, fécond. Là, on oublie qu'on parle toujours de l'esprit. Il était, Charlevoix, fécond en ressources, courageux, capable de conduire les plus grandes affaires. Bon, là, ce qui est très frappant, c'est à quel point les Canadiens sont désignés ici comme des êtres un peu très, très différents déjà des Français. Vous savez on dit souvent que quand on parle de la guerre de la conquête, on dit souvent qu'une des grosses erreurs de la France, c'est de ne pas avoir confié la direction militaire à quelqu'un qui était né ici. À des gens d'ici, ben oui. Vaudreuil, qui était l'enfant chéri du pays. Non, on a donné ça à Montcalm, qui était une sorte un maudit peddler de grand touriste là, qui était venu. Bon. Alors, les personnes du sexe, on parlait bien sûr des Canadiennes. Oui. Et moi, quand j'étais enfant, avez-vous chanté ça, vous? Vive la Canadienne, vole mon cœur, vole. Vive la Canadienne, et c'est joli. Bon, OK, c'est bon. Soirée canadienne, comeback. Bon, au début du 19e, on le sait, à cause de la conquête et de l'arrivée massive d'immigrants anglophones, il a fallu que tout à coup, on ajoute à ce Canadien un adjectif qui était français. Et le but, c'était de faire cette distinction, de montrer qu'il y avait une manière d'être Canadien à la française, d'être Canadien sans oublier l'héritage français. Mais dans les faits, l'expression canadienne-française, le mot canadien-français était beaucoup plus utilisé par les anglophones qui disaient « French Canadian »
justement pour qu'eux puissent... Et c'est très frappant, moi qui suis un fan de Formule 1, je fais ici cet aveu, j'écoutais les vieilles courses, ça c'est effrayant, hein, ça pollue, puis c'est pas beau. Pas le duel René Arnoux-Gilles Villeneuve. Exactement. Puis René Arnoux-Gilles Villeneuve, là, il l'appelait The French Canadian Driver. Puis même à la fin des années 90, le fils, Jacques Villeneuve, c'était The French Canadian. Et French Canadian, donc c'est une formule. J'en parle parce que Canadien-Français, ça a été souvent vécu, on l'oublie comme une formulation qui nous a été donnée de l'extérieur et qui nous réduisait en quelque sorte à un adjectif. C'est-à-dire, Canadien, c'était pas nous. Il fallait ajouter le français et devenir Québécois dans les années 60, ça a été une manière pour beaucoup de gens, manifestement, de se réapproprier une identité en n'étant plus simplement l'adjectif d'un nom propre, français de Canadien, mais en devenant des Québécois à part entière. Ça a été une drôle d'affaire parce que ce qu'on décrit comiquement dans Elvis Gratton, moi je me rappelle de mon grand-père, j'étais assis avec lui, il était né en 1912, il est mort en 2010, pratiquement 100 ans de vie. Puis je me rappelle être assis avec lui, on est dans le salon, puis je lui parle des Québécois. Puis à un moment donné, il me regarde, puis il dit « Québécois, qu'est-ce que tu veux dire, Québécois? » « Ah, vous appelez ça de même, vous autres, hein? Vous appelez ça de même, vous autres. » Lui, il avait son drapeau du Canada dans le salon, puis il était très fier, mais c'était un fier Canadien au sens où, par exemple, on a formé une équipe de hockey à Montréal qui s'appelait les Canadiens de Montréal. Les Canadiens... Ben oui, mais c'est parce qu'on oublie à un moment donné que les Canadiens de Montréal, mettons qu'on transposait ça en 2020, ça serait les Québécois de Montréal, c'est-à-dire... Oui, si l'équipe était créée aujourd'hui. C'est ça, c'était créé aujourd'hui. Ou mettons dans les années 50, dans un contexte où l'anglais est plus omniprésent. Mais c'est vraiment l'idée que c'était pour marquer cette distinction. C'est difficile à croire maintenant quand on vend de la Molson Canadian dans le Centre Bell, on se gêne plus maintenant. Mais vous appelez ça de même, vous autres. Ça m'avait beaucoup marqué. Et l'idée donc du Québec, la notion de Québécois, c'était peut-être une manière de tenter, dans le fond, de se réapproprier une identité, d'essayer de trouver une formule qui inclut tous les Québécois... Sur le territoire. Sur le territoire, donc... Du Québec. Qui permet d'inclure des anglophones, des Italiens, des Maghrébins, etc. Bon, est-ce que ça a fonctionné? La question est là, puis il va falloir... on sent bien que quand on est une minorité, le défi de l'intégration est beaucoup plus grand que quand on forme une majorité, mais enfin... C'est drôle, Mathieu. Je ne sais pas si vous savez, dans la culture québécoise, moi, c'est ce qu'on m'a dit, le premier artiste qui a utilisé le terme québécois, parce que c'est flou, le moment exact. On sait que ça vient avec le mouvement nationaliste. Moi, on m'a dit que c'était Félix Leclerc, dans une chanson qui s'appelle « Le Québécois », qu'on va écouter. Une chanson des années 50 où il parle d'un homme qui se suicide. Très drôle aussi. Trop drôle et pas drôle en même temps. La démission tranquille. Oui, mais avec plein de références musicales de Russie, de blues. Alors, je pense qu'on va terminer votre chronique avec cette chanson-là, Le Québécois de Félix Leclerc, et que je m'excuse pour les parents qui seraient heurtés par une chanson de Félix Leclerc. C'était un Québécois, narquois comme tout Québécois, qu'on trouva pendu l'autre fois sous la gargouille d'un toit. Il était amoureux, ça rend un homme bien malheureux. Écoutez son histoire un peu, après vous rirez mieux. La fille lui avait dit, puisque tu m'aimes, fais-moi une chanson simple et jolie. Le gars, à sa table toute la nuit, trouva ce que je joue à l'instant même. C'était bien, mais il mit des Prouchkinov, des icônes de la vodka, des troïkas. Et hop et galop dans les neiges de Sibérie, Pétersbourg pour la Hongrie. Il y avait la Mitrachka, Alexei Prokopiev, Molotov et Natacha. La fille écouta ce méli-mélo et dit c'est loin et c'est trop. Le pauvre Québécois, pas même remis de son émoi, se replongea dans les bémols en arrachant son col. Il était amoureux, ça rend un homme bien courageux. Il pense à trouver beaucoup mieux avec cet air en bleu. Blues, Tennessee, Brooklyn, Californie,
apple pie. Alléluia, Coca-Cola. La belle bien-aimée, en entendant ces bouts-là, fut si grandement affolée qu'au couvent elle entra. Le pauvre Québécois, découragé, saigné à froid, gagna son toit par le châssis et s'y pendit. Par les matins d'été, quand les oiseaux vont promener, derrière la grille du couvent monte ce chant troublant. C'était un Québécois qui voulait me célébrer. Hélas, il avait oublié de me regarder. Resti in pace. Alors, c'est le retour de Paul Journet pour une grosse chronique rock. Yes. En fait, on a eu une idée avant Noël et là, on l'a fait là. C'est-à-dire que avec la signature du groupe Corridor, on va en parler un peu plus tard, mais avec Sub Pop, grande étiquette de disque. Puis votre dernière chronique de musique, Paul, a suscité beaucoup de réactions. Les gens sont contents qu'on parle de musique. Je trouvais que c'est une bonne idée. Puis vous avez embarqué dans le concept de parler de cette étiquette de disque mythique. Moi qui m'a marqué dans mes années cégep, parce que j'ai embarqué dans le grunge d'une façon assez intense, aidé par toutes sortes de substances. Sub Pop, donc, étiquette de disque créée à Seattle en 1986. C'est drôle parce qu'à l'origine, c'était un projet universitaire, cette affaire-là. Bruce Pavitt a créé, en fait, un fanzine pour un projet universitaire et c'est devenu une étiquette de disque parce que lui, il publiait une feuille, en fait, informative, un fanzine, je pense qu'on peut dire ça, un petit magazine fait maison et... une publication sur deux, il publiait une cassette avec des groupes de Seattle. Seattle qui a été en fait, le nord-ouest américain a été un berceau du rock garage dans les années 60. On peut aller réécouter la série Nuggets de Lenny Kaye qui avait ramassé des 45 tours obscurs des années 60-70. Et ce son-là était déjà là. Et dans les années 80, il y a beaucoup de groupes à Seattle. Il va créer donc Sub Pop qui va devenir une étiquette de disque. À l'origine du Seattle Sound, cette étiquette-là, beaucoup grâce à l'embauche de Jack Endino, qui est un réalisateur qui travaillait très vite et pour pas cher, qui va réaliser 75 45 tours albums et ça va un petit peu solidifier le son Seattle. Évidemment, la musique de l'époque, on est en 86, était beaucoup plus diversifiée que ce que Sub Pop proposait, mais c'est devenu le Seattle Sound, cette espèce de gros rock rugueux. En 88, ça va être assez important, parce qu'au début, l'étiquette de disque vivote. En 88, publication du 7 pouces, 45 tours, on disait 7 pouces, la chanson Touch Me I'm Sick de Madonna, une pièce qui, moi, je me rappelle quand elle est sortie, et c'était un coup de poing d'en face, et on va écouter un petit extrait. Alors ça, c'est le 45 tours qui va mettre le label sur la map, vraiment, qui va faire parler ça. On est à l'époque du début du sida, alors Touch Me I'm Sick, c'était quand même... C'était un lien audacieux. C'était un lien audacieux. Évidemment, Nirvana va arriver quelques temps après ça, et là, on sait que la suite, ça va achever de mythifier l'étiquette de disque. En 95, Sub Pop va être vendu, 49% des parts vont être vendus à Warner Brothers, et là, on va diversifier le son, on va inclure des groupes comme The Shins, Fleet Foxes avec les années Postal Service. Deux choses intéressantes avant de vous passer le micro, Paul Journet. Ils vont réussir quelque chose, en fait, ils vont mythifier le son de Seattle grâce à un photographe qui s'appelle Charles Patterson, qui lui va être le photographe attitré de Sub Pop, qui va aller dans les petits bars de Seattle, photographier les groupes qui sont sur l'étiquette, mais dans des angles où on ne sait pas trop s'ils jouent devant 3000 personnes ou devant 10 personnes, des positions, on se rappelle entre autres la photo de Kurt Cobain complètement à l'envers. Ça, c'est Charles Patterson, et ça va beaucoup participer à créer un mythe autour de l'étiquette Sub Pop et du Seattle Sound. Et l'autre affaire, c'est qu'il a créé aussi le Sub Pop Single Club, qui était vraiment extraordinaire, c'est que vous vous abonniez, vous payez un frais annuel et vous receviez par la poste un vinyle 45 tours par mois d'un nouveau groupe
qui sortait sur Sub Pop. Et ça aussi, ça va être extrêmement populaire et ça va participer aussi à l'engouement qu'il y avait autour de cette étiquette-là. Et aussi leur fameuse lettre qu'ils envoyaient au groupe qui n'allait pas être recruté, puis ils disaient « Dear loser », ils disaient « Cher perdant, voici pourquoi nous ne nous prendrons pas dans notre étiquette ». Et là, pourquoi on parle de ça? C'est qu'il y a un groupe québécois qui a signé avec Sub Pop cet automne, le groupe Corridor. Oui, c'est le deuxième groupe québécois à avoir signé avec Sub Pop. Il y avait Wolf Parade, mais c'est le premier groupe québécois qui chante en français. Et en fait, c'est de toute l'histoire de Sub Pop, c'est le premier groupe qui chante en français qui est signé. Parce qu'il y avait les Tugs qui étaient sur Sub Pop, c'est un groupe français, mais ils chantent en anglais, eux. Oui, exact. Ouais. Ils ont signé début mars, donc l'année dernière. Oui. Puis, ils ont décidé de faire un album vraiment rapidement. Ils sont lancés dans un blitz créatif. Là. Ils sont rentrés en studio en mars, puis à la mi-avril, l'album était déjà terminé. Bon, je pense qu'il y avait déjà quelques maquettes, mais quand même, c'est leur 3e album. Ils l'ont fait dans une certaine urgence. Oui. Puis, je pense qu'ils ont raison d'en être fiers. On va pouvoir écouter, je crois, Pau comme extrait. Pas le genre de musique, ça, Andréane? Je vois de ligner de la tête un peu. Absolument. Bon, là, moi, je trouve intéressant qu'on reparle de Sub Pop aujourd'hui parce que là, il y a vraiment une grande diversité de groupes, de sons, mais encore une fois, on a l'impression que le rock est mort, mais c'est absolument faux. Le rock est peut-être jamais été aussi diversifié et vivant que jamais. Oui, il y a juste des gens fermés d'esprit dont l'âme est morte, mais le rock, lui, se porte très bien. Oui. Mais je veux faire une petite visite guidée de Sub Pop. Je trouve qu'en même temps, c'est un prétexte pour parler de plusieurs groupes de musique. Puis, je vais peut-être contredire un peu ce que tu disais tantôt sur le son Seattle. En fait, c'est vrai que Sub Pop a participé à ça. Ils ont voulu identifier un son, le son de Seattle, le grunge, mais dès les débuts, je vais commencer par parler de Dead Moon, qui est une musique qui propose quelque chose que le grunge a toujours regardé de haut, c'est-à-dire le plaisir. C'était pas des gens qui, contrairement à tous les musiciens grunge, ils n'étaient pas en colère contre leurs parents d'avoir été mis au monde. Leurs parents divorcés. Oui, exactement. Et Dead Moon, ils étaient là au tout début. 1988, leur premier album de Sub Pop, donc une année avant Bleach de Nirvana, et ils étaient déjà pas très très jeunes. Fred Cole avait près de 40 ans et ils jouaient sur scène, là, leur seul habillage sur scène, c'est une bouteille de Jack Daniels vidée avec une chandelle au milieu. Puis je trouve que la musique sonne un peu bouteille de Jack Daniels vide avec une chandelle. On écoute. C'est donc bien bon, ça. C'est formidable. Pour vrai, c'est quelque chose je connaissais pas ça. Ouais, c'est un groupe qu'il faut connaître. C'est quelque chose de Bon Scott dans la voix. Oui, tout à fait. On enchaîne avec un autre groupe de vétérans, mais qui sont vraiment des nouveaux venus chez Sub Pop. Hot Snakes, groupe de San Diego, qui ont commencé à jouer dans les années 90, mais leur premier album sous Sub Pop a paru, je pense, il y a environ 2 ans. Je vais faire du très mauvais journalisme musical. En fait, je vais m'intéresser au nom du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je l'ai googlé, à défaut d'avoir pu obtenir une interview. Et quelle ne fut pas ma surprise de réaliser que Hot Snake, ça peut vouloir dire, selon le dictionnaire urbain, une selle. Et je ne parle pas de vélo. Non. Parlons musique. Des fesses. Oui, tout à fait. Mais la musique, la voix, c'est pas une voix qui essaie d'être accrocheuse ou gentille, mais elle sied bien aux guitares, qui ont un son vraiment, vraiment particulier. Je ne saurais comment le décrire, mais ça donne bien. Vous allez pouvoir l'écouter. En fait, on va écouter la chanson la plus écoutable de l'album parce que j'avais eu quand même quelques plaintes que c'est trop fort, ma dernière chronique, donc je vais essayer d'y aller. Qui vous a dit ça? Une madame fort gentille. Non, à Oui-Québec, à notre événement qu'on a fait à Oui-Québec. Ah oui, bon Dieu, oui. Je la salue. Une des nombreuses personnes sympathiques qu'on a rencontrées là-bas. Ah oui, vraiment.
Intéressant. Merci. Ça révolutionne pas, mais c'est intéressant. Tu vois un petit peu androgyne. Non? Oui, ça se pourrait. Un petit peu comme Alabama Shakes, où on sait pas, selon les notes, Ouais, peut-être que ça participe du charme. Oui, non, c'est pas une critique. Mais non, mais Paul. Non, sur la défensive. Et un peu vexé que le son vraiment atypique des guitares n'ait pas été reconnu à sa juste valeur. Vous pourriez peut-être si on était dans un magazine spécialisé, on dirait guitare acérée. Oui. Mais là, on dirait juste guitare... Mais peut-être que je suis de mauvaise foi. Peut-être que je suis un Super Suckers. Peut-être. Oh! On est dans les liens. Parce que le prochain groupe dont je voulais vous parler, qui est Super Suckers, c'est Étienne Chancan, musicien que vous connaissez peut-être sous le nom de Sound of Sea Animals ou Comme un homme libre, là, qui m'a fait découvrir Super Suckers et plus particulièrement leur disque Must Have Been High. Donc Super Suckers, un groupe de Tucson mené par Eddie Spaghetti. Texas? J'aime son nom. Arizona. Ah, il y a Arizona, vous avez raison. Excusez. À côté, 4 heures de route. Ça sort ça. Aux États-unis, c'est tout pareil. Proche de la frontière mexicaine. Oui. Exactement. Ah ouais, c'est ça que je veux dire. À 1 heure. Donc, Eddie Spaghetti, on aime son nom, mais un peu moins sa musique, en tout cas pour ma part. C'est du rock avec un petit quelque chose de punk et de western. Je dis que je l'aime pas, mais sauf pour un ovni dans sa discographie, le disque Must Have Been High, qui est aussi un ovni dans la collection de Sub Pop. Puis c'est pour ça que je l'ai sélectionné, entre autres, parce que c'est un des rares disques country. Et il est tout simplement excellent. Le disque est quelque chose de mélancolique. Là, où on voit que le chanteur est désabusé, mais il y a un calme qui s'en dégage malgré tout. On sent un individu serein assis à l'ombre en train de réfléchir à toutes sortes de choses. Must Have Been High, pièce titre. Vraiment, je pense que vous allez aimer. Intéressant. Oui, donc en gros, un individu qui regrette ses choix et pour essayer de se défendre se dit « Tarvis, peut-être étais-je gelé, ceci expliquerait cela. » Ah oui. Ce serait pas c'est pas le premier qui fait ce constat. Non, espérons le dernier. Oui. Du moins, c'est la position de jeunesse sans drogue. On se croise les doigts. Prochain groupe? Une femme, Waste Blood, hein? On va arrêter d'y aller dans les individus choqués. C'est même pas un homme blanc, pas une personne en colère, c'est encore mieux. C'est Waste Blood. C'est le genre d'album qui était une figure imposée dans les palmarès de 2019. Ah, oui. Vous savez, où c'est toujours les mêmes 10 albums qui se retrouvent. Oui. On joue un peu avec l'ordre pour faire original. Mais dans ce cas-ci, c'est tout à fait mérité qu'elle soit là. C'est superbe comme album. Elle chante comme un ange. Puis plus on l'écoute, plus on découvre la richesse et la finesse des arrangements, la complexité de la musique. Vous allez voir, là, la chanson, il y a une lente ascension. Puis au refrain, on dirait qu'on a l'impression d'ouvrir toute grande les fenêtres vers un jardin de printemps et on chante son bonheur avec elle. Drank a lot of coffee today. Got lost in the fray. I gave all I had for a time. Then by some strange design, I got a case of the empties. The ruler of my world, a lost, forgotten pearl. When fire leaves a girl to burn to dry my life. Plutôt intemporel comme facture sonore. Comme toutes les bonnes musiques. Oui, tout à fait. Intemporelles. Tout à fait. Je pensais à Johnny Mitchell un petit peu, hein, non? Il y a pas un petit quelque chose. Ouais, un petit côté, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais avec plus de musiciens dans son groupe ou en multi-instrumentiste. Oui. Voilà. Sub Pop, c'est aussi du hip-hop. Oui. C'est assez récent. C'est au début des années 2000, je crois, qu'ils ont signé, entre autres, un excellent groupe qui s'appelle Shabazz Palaces.
Oui, et on peut se demander qu'est-ce que le hip-hop fait sur Sub Pop. Ben, pourquoi pas? Vendre des copies? Oui, mais il y a plus que ça. Les genres se décloisonnent. La musique rock, ça peut être particulièrement sectaire. Je me souviens d'avoir été au Vans Warped Tour quand j'étais adolescent et Ice-T s'était fait huer. Ah, franchement. En complément d'info, c'était proche de l'hippodrome. Je le recommande pas. Non. Cela dit, Shabazz Palacios, c'est pas non plus du hip-hop. Non, c'est du hip-hop. J'allais dire, puis tu as d'autres étiquettes de disques, par exemple, Warp Records ont accueilli Danny Brown. Et en effet, Shabazz Palacios, il y a quelque chose de très, je sais pas si on peut dire avant-gardiste, ou à tout le moins aventurier. Puis ils viennent de Seattle, donc ça n'a pas nuit à ce qu'il soit signé chez Sub Pop. C'est très éclectique. C'est des gens qu'on connaissait sous d'autres groupes. Là. Ils sont 2, dont un qui était auparavant dans Diggable Planets. Tu sais, le petit beat jazzé I'm Cool Like That, que je pourrais chanter. C'est eu du rythme. Mais je le ferai pas. Écoutons au lieu Shine a Light de Shabazz Palacios. Sûrement la chanson la plus commerciale de Shabazz Palacios, parce qu'habituellement c'est assez expérimental en fait, électro, hip-hop, en tout cas des albums que je connais. Oui, c'est vrai, mais j'étais pas là pour impressionner personne. J'avais le goût d'être rassembleur. Ouais. Et festif. Un des 2 membres de Shabazz Palacios est rendu directeur artistique de Sub Pop. J'ai lu ça récemment. Oui, alors il est découvreur de talent, entre autres. Chapeau. C'est peut-être lui qui a amené le groupe Clipping. Oui, chez Sub Pop, que moi j'ai découvert. Fred Savard m'a fait découvrir ça, oui. C'est mes amis à l'Oblique qui m'ont fait découvrir Clipping. Moi, je suis pas le plus grand fan de hip-hop, mais le côté expérimental, souvent, j'aime ça m'intéresse plus. Le côté formel, expérimenter sur le côté formel. Et Clipping fait ça. Donc, groupe de Los Angeles, constitué de David Diggs, on dit-tu producteur en français? Producer? Beatmaker, William Hudson et Jonathan Snipe. David Diggs, pour les gens qui aiment les comédies musicales, jouait le Marquis de Lafayette et Thomas Jefferson dans la comédie musicale Hamilton, pour vrai. Il en jouait 2? Oui, il jouait 2 personnages, il a gagné un Grammy et un Tony Award. Et là, moi j'ai découvert leur 3e album qui s'appelle There Existed an Addiction to Blood. On parle de horrorcore, c'est-à-dire que les paroles sont extrêmement gore. Ils jouent beaucoup sur les codes des films d'horreur, mais sans l'humour des films d'horreur des années 70-80. Donc, les textes, c'est une succession de descriptions de corps qui sont dépecés et qui pourrissent au soleil avec une expérimentation de la musique en tant que telle. Il y a du bruitisme des fois, c'est du white noise. Et à la fin, la pièce s'appelle Piano Burning, c'est 18 minutes, on entend un piano qui brûle. Apparemment, ils sont à Salut Bonjour d'un matin. Oui, avec Sylvain Cossette. Et je vous offre l'extrait Story 7, qui est quand même, c'est pas juste ça, là, ça a l'air plus niché. Là j'ai l'air du gars qui veut impressionner, mais c'est vraiment intéressant. Fonctionne. Et ça fonctionne, c'est vraiment intéressant. Voilà, je vous un extrait. Feels a gentle hand on his back and he turns to meet the eyes of a woman who tells him her name is Cynthia, cross-legged at the bar now, holding up a drink. Wink, lips. Cynthia whispers and his heart now takes another beat. Think, skips. Cynthia, tongue along his ear now, maybe he should pay the tab. Cynthia knows just where to go now when they leave and hail a cab. He say, is this the type of thing where he pay? And if so, he gon' need a rain check. Alors voilà, Clipping, vous avez écouté ça. On termine avec quoi, Paul Journet? Il fallait un moment scandinave pour une émission progressiste comme celle-ci. Donc, j'ai choisi le groupe suédois qui sonne le moins suédois, Goat, qu'il s'appelle. et ils font vraiment de la musique influencée de musique du monde un peu partout, d'Afrique et d'autres continents bien en vue. Et plein de styles musicaux qui s'approprient avec un psychédélisme qui me plaît. Sans avoir des preuves pour le démontrer, c'est des gens, je crois, qui seraient susceptibles d'avoir déjà pris des drogues. Et dans leur photo, c'est le Festival de l'appropriation culturelle. Je suis pas super à l'aise présentement. Mais ça passe. Moi aussi, je pense que je vais quitter. On va écouter Goat Fuzz? Oui.
Je pense que les anciennes pédales Big Muff de Mononé ont repris du service dans Goat, ce gros son de guitare Big Muff. Ouais. C'est intéressant? Oui. Oui, ça ressemble aussi à des groupes comme Bikini Kill, un peu très minimaliste, qui est un groupe de la même époque du début de Sub Pop. Mais ils sont beaucoup plus quand même éclectiques. Oui, tout à fait, oui. Mais quand même, ça me rappelait un peu cette énergie, mais plus dense. Et scandinave. Oui, il ne faut pas l'oublier. Oui. Voilà. King Tuff. Oui, ma liste... Je connais aucun groupe de ce que vous nous présentez. C'est l'objectif. J'adore ça pour vrai. J'aurais pu parler de Beach House et de Fleet Foxes que j'aime immensément, mais justement, je pense que les gens les connaissent. Donc, du folk de barbu, à un moment donné, là, on a fait le tour. Oui, mais en même temps, t'écoutes un disque de Fleet Foxes, puis t'as le goût de cueillir une pomme, quitter ton emploi, puis refaire ta vie dans une communion un peu plus authentique avec la nature. Pour ma part, j'ai souvent songé, on peut avoir ça. Les premiers albums de Metallica, on peut avoir envie de lancer notre travail et rejoindre une communauté. Oui, une communauté de vendeurs de Old Milwaukee en échange de pourboires donnés exclusivement en change. Mais écoute, c'est avec des 25 cents qu'on paye des tickets. Oui. King Tuff? Ouais. Hein? Donc, ça manquait quand même de refrains qui se fredonnent. Et King Tuff, il est bon pour cela. Je trouve, j'oserais même dire. C'est un monsieur, c'est pas un c'est groupe. des chansons pour le printemps. C'est un monsieur, mais il y a beaucoup d'instruments. Oui. Donc, soit qu'il les joue tous comme Prince. à différents moments dans le studio ou qu'il y a des amis avec lui. J'ai pas vérifié. Oui. Je pense qu'ils sont un groupe quand même. Okay. Et des chansons pour le printemps, dis-je. Je pense que ça peut être utile pour combattre la dépression saisonnière. En tout cas, ça fonctionne pour moi certains matins. King Tuff, c'est comme l'ami qui te prend par la main puis qui dit la vie c'est bizarre, mais tiens bon, ça va aller. Et là, c'est pour mon imagination que je laisse aller. C'est à peu près ça qu'il dit dans cette chanson qui s'appelle Psycho Star. Très bon. Oui. Très accessible. Oui. Il y a quelques matins, je marchais, puis si je peux traduire les paroles, je disais « L'univers est probablement fait d'absolument rien, mais c'est pas grave. » Et chanter ça le matin, avec le soleil qui éclabousse son visage. J'avoue. Formidable. Je vous vois arriver, moi, à Radio-Canada avec ce visage-là, puis ça fait... Je le perds rapidement, par contre, on dirait, dès qu'on tombe dans les enjeux politiques, là, il y a une certaine crispation existentielle qui revient. Oui. Alors, on termine. Vous aviez écrit dans votre document, si le temps le permet, mais le temps le permet parce qu'on est en balado, Paul. Oui. Il n'y a pas un bulletin de nouvelles qui s'en vient, là. Alors, Heat Coats? Oui, il y a plein de déclinaisons de ce groupe-là. Il y a les Heat Coats, les Heat Coaties. Okay. Des fois, ils changent l'orthographe. Puis pourtant, c'était pré-Google, donc c'était pas pour narguer les gens qui essayaient de les trouver sur Internet. Peut-être qu'ils avaient manqué d'encre sur certains albums, je le sais pas. Et j'ai de la difficulté à imaginer un groupe qui sonne plus garage que celui-là. C'est un groupe mené par Billy Childish, puis il a déjà fait de la musique avec des gens comme Holy Golightly. Il y a peut-être des gens qui la connaissent sans le savoir. On l'a déjà entendu dans des films de Jim Jarmusch sur les trames sonores, entre autres de Broken Flowers, je crois. Donc, tu peux pas avoir un son plus garage que ça, à part peut-être pour les Sonics dans les années 60. Oui. Mais les Headcoats, c'est donc vraiment, ils étaient au cœur là, du garage revival dans les années 80. Écoutons Mantra. That girl, she's running out too late, setting snares to seal your fate. Better run, for it's too late. I warn you boys, don't taste the bait. Chase a main track. Chase a main track. Ben merci Paul, encore une fois une belle proposition de nouveau groupe pour faire du ménage un peu dans une discothèque, enlever des boîtiers de CD et en mettre des nouveaux, ce que Chaume ne fait plus depuis déjà une quinzaine d'années. Ah, ça c'est pas vrai. J'ai entendu du Rush il y a une semaine. Ouais, mais c'est parce qu'il était mort. Ah. Merci Paul.
Alors merci à tous ceux qui permettent cette balado, à Larry Dufresne à la réalisation, Andréane Obamsawin, directrice générale du département médias numériques de la balado. Merci à tous ceux qui ont nourri en contenu cette semaine, cet épisode, Mathieu Bellil, Andréane Bissonnette et Paul Journet. Merci à notre invité cette semaine, le sociologue Jacques Beauchemin. Merci à tous nos amis de chez SE Concept à Montréal pour la qualité sonore de cette balado. Oui, Larry, il compte pour beaucoup, mais on a un bon équipement, on a été très bien conseillés chez SE Concept. Merci évidemment à notre partenaire Communauto qui appuie ce projet depuis les tout débuts, depuis l'an dernier. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que nous nous rendrons à Saguenay pour l'épisode de la semaine prochaine, l'épisode 21, dans le cadre du Festival Regard, le Festival international du court-métrage. On a très, très hâte d'aller à Saguenay. On n'est pas là encore avec la balado. Et merci à vous d'être à l'écoute, de continuer à nous écrire, de participer sur la page Facebook de la balado. Si vous voulez nous écrire, c'est le baladofredsavard@gmail.com. Vous pouvez le faire également sur la page Facebook de la balado. Je vous rappelle que les épisodes peuvent être aussi écoutés sur le fredsavard.com où on peut également participer financièrement à cette balado. On peut le faire avec un don unique ou un don mensuel récurrent, ce qui est, je l'avoue, assez intéressant pour nous parce que ça nous permet de voir un peu prévoir ce qui s'en vient, se projeter dans l'avenir et déjà penser à une saison 3 si vous êtes nombreux à nous appuyer. Vous l'avez déjà fait d'ailleurs, je le sais, parce qu'il y a eu la campagne de financement participatif cet automne. D'ailleurs, il y a quelques personnes qui m'ont écrit, ils n'ont pas reçu de courriel encore. J'ai pas eu le temps d'écrire à tout le monde. Vous êtes 750 qui avaient participé. Il y a des contreparties qui étaient offertes selon la participation. Alors, j'ai pas eu le temps d'écrire à tout le monde. C'est normal, mais sachez que le party de clôture de la saison 2, pour ceux qui y ont droit, là, ce sera... je vais vous réécrire, évidemment, mais je vous le dis tout de suite, ce sera le 13 juin au Lion d'Or à Montréal. On va enregistrer un épisode, le dernier épisode de la saison, devant vous, devant le public. Il y aura des surprises, évidemment. Après ça, moi, je vais amener ma console de DJ. Moi et Godefroy, on va mettre de la musique jusqu'aux petites heures du matin. Donc, ça va être la fête. Donc, les gens qui ont donné un certain montant ont droit à ça, mais si jamais il reste... de la place, parce qu'il rentre quand même 200 personnes à peu près au Lion d'Or, on va pouvoir vendre des billets qui compteront comme une participation pour la saison 3 de la balado. Fait que c'est ça qui est en train de se tramer. Alors voilà, ne vous inquiétez pas si je vous ai pas écrit encore, j'ai pas eu le temps d'écrire à tout le monde, mais ça s'en vient. Alors voilà, merci, bonne semaine tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine à Chicoutimi.